plateau du Glénat Manga Festival pour la dernière émission, celle de clôture de cette immense Japan Expo 2022 sur le stand Glénat, où on va évidemment clôturer avec l'immense œuvre de chez Glénat, Berserk, une discussion autour de Berserk, de ses origines, de, on va dire, son impact sur la société et peut-être éventuellement de sa suite. On va en discuter durant les 2 prochaines heures avec vous, évidemment dans le chat, avec vous autour de ce stand Glénat et avec mes invités sur le plateau, 3 fans invétérés évidemment de l'œuvre de Kentaro Miura, à commencer par celle qui s'est quand même tatouée la marque démoniaque dans le cou. C'est Soso. Coucou Soso. Coucou, très contente d'être là encore une fois pour Berserk. De toute façon on m'aurait pas invité, j'aurais appelé Glénat. Ouais, t'aurais appelé Vengeance. Comment ça, je suis pas là? Ça va pas beaucoup. Alors, est-ce que tu te fais poursuivre par des démons dû à Non, c'est pour invoquer Guts. Ah, on sait jamais, peut-être arrivera-t-il, il frappera à ta porte. Nouvelle appart, tiens, salut, comment ça va? Une armoire à l'entrée. Plaisir de te retrouver évidemment sur le plateau. Juste à côté de toi, chef Otaku est avec Bonjour. nous. Bonjour chef, comment tu vas? Je suis fatigué. Ouais, j'imagine. 4 jours toi aussi ici? Oui. Très bien, impeccable. 4 jours de Japan Expo, mais en forme pour parler de Berserk. Bien sûr. Pas encore interrogé sur Berserk, sur les autres stands. C'est la première fois que tu viens en parler réellement Non, ici. on m'en parle beaucoup, on m'en parle beaucoup. On t'en parle beaucoup? Oui. Ouais, c'est un sujet qui intéresse beaucoup tes abonnés, Oui, Berserk. parce que j'ai donné une carrière à Berserk. Non, je l'ai cassé pas. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont découvert Berserk sur ma chaîne. Et Ah tout, ouais? donc, ouais, j'en dédicace beaucoup. Ah, c'est De toute vraiment... façon, ils auront du mal à avoir une dédicace de Miura maintenant. C'est... Lol. Ça va être tout soon, blague est tout soon, absolument légèrement tout soon. Blague interdite, vraiment. Vraiment trop tôt, juste à côté de toi. On est en compagnie de Lloyd Cherry. Comment ça va, là? Ça va, Ken? Très bien. Bien sûr, on te rappelle, podcasteur science-fiction et fantasy, expert de la science-fiction et de la fantasy, et aussi évidemment de la dark fantasy. Tu nous avais expliqué le dernier coup sur l'ancien plateau du Glénat Manga Festival à quel point la fantasy ça pouvait être quelque chose de très vaste. On va voir si t'as retenu la leçon, je vais te poser des questions comme ça. Oh non! Moi je suis pas censé être interrogé ici, je suis l'escroc qui tient le micro et qui interroge les vrais savoirs ici autour de la table. Vous l'avez compris, on va discuter durant ces 2 prochaines heures de Berserk. Kentaro Miura, vous le savez, nous a malheureusement quittés, mais son héritage est quand même encore ici. Le dernier volume qu'il a écrit est sorti récemment chez Glénat. Il est d'ailleurs disponible sur ce stand. Il s'agit du tome 41 que doit tenir actuellement Mademoiselle Soso justement dans ses mains, ainsi que l'immense version collector de Berserk, une exclusivité, il me semble, française, un hommage réellement aux fans de Berserk, mais aussi à l'ensemble de l'œuvre de Kentaro Miura. Bien sûr, en plus du format, et je vais éternuer, c'est terrible, parce que j'ai le ventilateur à fond, je suis sincèrement désolé. C'était d'une violence. Je suis poursuivi par un démon, ou alors on doit parler de moi sur un autre stand de la Japan Expo. C'est probablement ça. En plus de ça, vous avez des lithographies en couleur, un grand format, et surtout, ceci que vous voyez ici, probablement. Il est au fond du décor. Et il est absolument somptueux, c'est cette carte, cette gravure de Guts en pleine action. Je dois bien vous avouer que vous avez été nombreux à vous arracher tant de vie de l'édition collector sur le stand Glénat, 1 jour et 2 heures, puisque 2 heures après l'ouverture de la 2e journée de Japan Expo, tous les collectors ou presque avaient quasiment disparu. Cela dit, il en reste encore, vous savez, non seulement dans les librairies, parce que Glénat a fait une grosse édition, mais il en reste aussi à gagner ici même, dans ce Glénat Manga Festival, et notamment à gagner dans le chat. Il y aura un concours qui vous permettra de gagner un tome collector de Berserk numéro 41 si vous n'avez pas eu la chance de vous rendre ici sur cette Japan Expo et de subtiliser un tome avant que la razzia soit réelle. Sachez que vous allez peut-être pouvoir en gagner justement un ici, et croyez-moi, cette œuvre elle est magnifique, vous l'avez tous eu entre les mains, c'est quand même somptueux.
plusieurs fans en appellent à refaire l'intégralité de Berserk sous ce format. On est quand même loin, hein, Soso. Bah clairement, parce que moi c'est vrai que c'est une édition collector Berserk, c'est quand même quelque chose qu'on attend. Voir carrément tout refaire un peu dans un grand format. On sait que les États-Unis s'y sont risqués. L'édition aux États-Unis est super jouée. Après, je l'ai pas vu en vrai, mais j'avais vu dans des vidéos. Et du coup, c'est vrai que après, je sais que c'est un peu compliqué des fois d'avoir les droits, tout ça. Mais c'est vrai que le grand format pour admirer les planches de Miura, c'est quand même le top. Et ils ont fait un super beau travail, je trouve, sur cette édition. Chef, t'as apprécié aussi ce collector, tu trouves? Ouais, franchement, c'est super beau, Ouais. c'est incroyable en vrai. C'est vrai qu'il faudrait des bouquins comme ça plus souvent en vrai. T'aimerais que les mangas soient un peu plus dans ce genre de format cartonné? Ça rappelle grandement la bande dessinée hein, quand même, hein, quand on. Ah bah oui, là a c'est le des- côté beau livre. Pour les collectionneurs, ouais, c'est toujours cool d'avoir ça dans sa bibliothèque en vrai. Faudrait plus qu'une petite couverture cuir là. Ah voilà. Là on est vraiment sur du livre. Histoire de lui offrir une armure quand Petite même un peu dorure et tout de bas là. niveau. Ça serait sympa. Ouais. Une couverture 100% métallisée Le avec collector à 50 l'armure balles, du tu sais. berserk. C'est ça. C'est 12 kilos pour juste ouvrir les pages. Terrible. Là, tu as eu entre les mains hein, ce collector. Ouais, évidemment, c'est très très beau. Et puis c'est bien parce que ça, c'est pour rendre aussi hommage à Kentaro Miura, donc c'est une bonne idée de finir comme ça, puisqu'il va après avoir la Berserk va continuer avec une nouvelle équipe. Donc c'est une très bonne idée et puis ça donne déjà envie pour la suite. Glénat est très fort pour faire des beaux livres, notamment Blame. Et j'aimerais oui. beaucoup les Berserk version Blame, Blamu. ce serait super. Attention, hein. Il n'y a plus, oui. Mais Blamu. Hein. voilà, Blamu. Et du coup, ces versions-là sont très belles. Oui. Et je pense qu'il y a un marché pour ça. D'un point de vue marketing, je pense que c'est une très bonne affaire. Très bien. Tu passeras hein, justement hein, au bureau marketing hein, en Tout à fait. sortant On se connaît bien déjà. pour déposer tes idées. Il n'y a absolument pas de problème. On t'écoutera avec passion. On va commencer évidemment cette mission autour de Berserk sur les origines de la découverte de l'œuvre. Hein. Je les avais déjà un peu racontées. Hein. J'avais découvert Berserk personnellement au lycée hein, lorsque j'étais adolescent et dès le tome 1, la PLS fut totale. Je vous cache pas que je dis qu'est-ce que c'est que ce truc du chétan et j'ai ressorti mes tomes de City Hunter où les érections évidemment de Ryo Saeba me faisaient beaucoup plus rigoler à On l'époque est sur des adolescente. œuvres phalliques. Bien entendu, bien entendu. Évidemment, le temps a changé, j'ai grandi, j'ai changé moi-même et j'ai pu apprécier un peu plus Berserk. Mais quelle a été votre découverte à vous, Soso? Moi, je te rappelle, je l'avais dit, c'était au lycée. Avant de découvrir l'œuvre, j'ai découvert les musiques. Ah ouais. Ouais, c'était la musique d'ailleurs Forces que j'ai découverte en premier, puis après le thème de Guts. Et du coup, après, j'ai découvert Berserk comme ça. Et du coup, j'ai lu, j'ai regardé les films, l'animé de 97 aussi. Ah ouais, le premier animé. Ouais, du coup, les musiques, premier animé de 97. Et c'est vrai qu'après, l'aventure qu'on a avec le manga, voilà quoi, je suis rentrée dedans direct. Moi, tu vois, la première page, moi, m'a donné envie direct. Je me suis dit, let's go, les côtés sombres. Tu vois, moi, j'aime bien la chétanerie. Tu vois, moi, je suis une meuf comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est pas drôle. C'est 100% pour moi, quoi. Ah, tu faisais partie de ce groupe de personnes au lycée? Ouais, je me suis pas fait un tatouage pour rien, tu sais. Ah oui. Je vais dans des rites sataniques et tout. Non, je rigole. N'importe quoi, n'importe quoi. Chef, quand as-tu découvert Berserk quant à toi? Instant storytelling. Ah, vas-y. Alors je devais avoir 12-13 ans. Oh. Et en fait le mercredi après-midi j'allais me balader dans les rues de Brest. Parce que je suis breton. Magnifique ville. Non c'est dégueulasse. Mais c'est pas la question. Et j'allais dans une petite librairie. C'était un magasin qui vendait des BD d'occasion, des CD, des DVD et même des VHS à l'époque. Il en restait encore quelques-unes. Et de temps en temps j'allais claquer mon petit argent de poche pour acheter des tomes de Dragon Ball pour faire la collection. Et des fois quand j'avais pas de sous j'y allais et je lisais les mangas en fait. Et je lisais tout ce qu'il y avait. Et comme c'était de l'occasion il y avait des vieux mangas, il y avait plein de trucs. Il y avait du Getter Robot, il y avait du Cobra, Ah ouais. il y avait des vieux J'ai lu et tout. Et je suis tombé sur Berserk, je sais plus quel tome c'était pas le premier. Ouais. Que je lisais tout en fait, peu importe le délire. Et ça m'a un peu traumatisé. Ah. Et du coup je revenais chaque semaine pour dès qu'il y avait un nouveau tome, parce que je pouvais pas l'acheter, je feuilletais, je lisais, et puis un jour je suis tombé sur l'Eclipse. Aïe aïe Et aïe j'ai aïe fait, aïe. c'est génial. Et j'ai fait, c'est génial. Voilà, C'est incroyable, et cette voilà. curiosité mal placée quand même un peu. Je sais pas, ça t'a fait quelque chose de découvrir C'est vrai que Berserk j'avais comme ça. l'habitude de lire Naruto et Ah ouais, d'accord, ouais. Hunter x Hunter à l'époque. Ouais. Hunter, c'est quand même assez. Ouais, des fois, c'est c'est un assez autre délire violent, quand hein. même, Ouais. des grosses scènes de fion et tout, c'est un peu C'est pas vrai. pareil. C'est vrai, c'est vrai que Gon et Killua ont moins de Je vais, problèmes. je vais être honnête, Cascanu m'a attiré au début, j'avais
Il y a des scènes de fesses. Cascade nu dans les clips. Ah, merci, Non, merci. pas les clips, pas les clips, pas les clips, pas les clips. Merci de dire la Avant, vérité. J'ai dit Casca, mais en vrai, voilà, bref. Ouais. Et donc, j'ai commencé à lire et puis j'ai trouvé ça captivant. Je passais vraiment mon après-midi. C'est étonnant, je me suis jamais fait virer d'ailleurs, mais. Tu dis, bon, lui, je vais le laisser Bien lire. plus tard, après j'ai continué à découvrir le manga. J'ai regardé tout ce qu'il y avait autour et voilà, c'était génial quoi. Rien que le dessin, parce que moi je suis dessinateur. Ouais. Je l'étais jadis, c'était déjà une claque graphiquement. Carrément. C'était incroyable. Carrément, c'est vrai que c'était assez ouf. Lloyd, quant à toi, la découverte de Berserk s'est fait du bouche à oreille ou Non, quand Glénat en fait a ressorti les Berserk, j'avais acheté, je me rappelle, il y avait un gros lancement pour la ressortie de Berserk. Oui, c'est vrai. Les volumes étaient plastifiés, Oui. donc en fait on pouvait pas les lire sur place. Donc j'avais acheté les 2 premiers et puis j'ai pas trouvé ça incroyable. Ouais, donc du coup je la me suis mise en dit, place, ouais. j'ai lu les 2 premiers volumes, j'étais pas plus saucé que ça. Et en fait, j'ai redécouvert Berserk, je pense à peu près 1 an plus tard, en bibliothèque. J'avais retrouvé les vieux volumes, la première édition, et j'ai lu le 3, 4, 5, 6, et j'ai trouvé ça incroyable. Ah ouais. Et en fait, à partir de là, je passais le bac de français, en première, donc, et à chaque épreuve du bac, j'allais à la FNAC acheter la suite de Berserk. Donc du coup, moi j'ai commencé, il y avait les 15 premiers volumes qui étaient parus, et j'ai tout acheté en l'espace de 2 mois. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Sérieux? Ah oui, donc on est sur un autre pouvoir d'achat que Chef, hein, qui est obligé d'aller dans la boutique d'occasion de Brest pour pouvoir un peu lurker sur la parution de tous ces volumes de Berserk. À partir de quand vous estimez que vous avez été vraiment un immense fan de l'œuvre jusqu'à vraiment en suivre la parution dès la sortie de chacun des chapitres Soso? En vrai. Ton tatouage, il date de quand? Comment? Ton tatouage, il date de quand, si c'est pas indiscret? J'ai pas entendu ce Ton mot. tatouage, il Ouais. date de quand? Ah, mon tatouage, il a 1 an et demi, 2 ans. je 1 an crois. et demi. T'étais Ouais. bien plus fan avant déjà. Ouais, j'étais plus fan avant, mais c'est vrai que je suis devenue fan quand. En vrai, c'est à partir du moment où j'ai découvert l'Eclipse. Parce que moi, j'ai regardé les animés d'abord, et après, j'ai lu. Oui. Et après, j'ai lu. Donc, c'est en fait, on va dire, finalement, je suis devenue fan quand j'ai commencé à lire. Parce que c'est vrai que l'animé et après les 3 films et tout, j'avais kiffé. Et quand j'ai lu, c'est là que j'ai vraiment compris ce que c'était que Berserk. Et j'ai redécouvert en plus tout ce qui se passait, puis la suite. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai lu Berserk et que j'ai compris vraiment que l'œuvre, le manga était une dinguerie, je suis devenue accro. En fait, moi, en général, soit ça passe, soit ça casse. Et si ça passe, ça devient compliqué, ça devient genre fanatique, direct. Chef, tu lisais un peu des seinen, tu disais que tu lisais un peu tout à droite, à gauche à l'époque, mais tu lisais des seinen quand même énormément quand tu étais adolescent, que tu as commencé à t'intéresser un peu plus Je au manga. lisais vraiment tout. Je Ouais, lisais même vraiment. des BD, des comics, je lisais Ouais, tout. ouais. Je passais mon temps. J'avais pas de vie. Je lisais que des trucs et je dessinais, c'est tout ce que je faisais. Ah, c'est cool comme vie en vrai. Eh oui. C'est vraiment cool. Et je Berserk, mangeais aussi, parce que voilà. Berserk, ça a pris quand du coup chez toi? Alors Berserk, en fait, comme je disais, moi à l'époque, je lisais vraiment de manière décousue. Et après, quand j'étais un peu plus âgé, vers la fin du lycée, et que j'avais un petit peu de budget, j'ai commencé à vraiment lire dans l'ordre. Et comme j'étais encore en apprentissage, j'étais dans le délire de devenir mangaka et tout. Ah ouais. Et en fait, je pense que quand j'ai rencontré Berserk un peu trop tôt, je comprenais pas tout. Je comprenais pas vraiment de quoi ça parlait. Pour moi, c'est juste. Bon, j'étais pas un gamin débile, mais c'était vraiment. Il y a de la bagarre, c'est sombre, il y a du cul et tout, tu vois. Oui, je parle beaucoup de cul, désolé. Et après, j'ai compris de quoi ça parlait vraiment. J'ai compris le délire, j'ai compris l'univers, j'ai compris le propos. Et ça m'a encore plus touché pour le coup. C'est vraiment une œuvre qui te change. Ouais, c'est en J'étais grandissant. devenu un homme après. Ah, j'avoue. Oui. Ah, mais en fait, là, pour le coup, je te rejoins complètement. C'est en grandissant qu'on comprend un peu plus vraiment ce qu'on est en train de lire réellement. Lloyd, toi, c'est vraiment, on va dire, à la reparution, tout ça a pris tout de suite Berserk. Tu lisais beaucoup de fantasy, non, avant? Ouais, j'étais déjà un gros lecteur de fantasy. Mais de dark fantasy? Ouais, évidemment, parce qu'à l'époque, c'était le moment, en fait, au début des années 2000, il commence à avoir l'âge d'or de la fantasy en France. Oui. Donc on commence à avoir des republications et des traductions de tous les gros titres. Donc il y avait déjà le Trône de Fer, C'est vrai. avant que ce soit Game of Thrones. Moi, je lisais beaucoup l'Assassin Royal de Robin Hobb, donc je lisais pas mal de fantasy. Et en fait, c'est vrai que moi, j'étais fan et pris dès le volume 7. Pour moi, le volume 7 de Berserk, c'est le moment où c'est un grand moment de combat où Griffiths et sa bande vont prendre. Ouais. Il y a une énorme bataille et à partir de là, je me suis dit waouh, c'est un page turner. Et puis finalement, en termes de rebondissement, j'ai vécu les mêmes sensations avec Game of Thrones plus tard, quoi. Donc c'est vrai que tout de suite, en tout cas, le premier arc de Berserk, ça qui est impressionnant, c'est que c'est difficile de le lâcher.
Ouais, oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que ce qu'on appelle le premier arc, tu veux dire. Enfin, le deuxième, enfin l'âge d'or, on va dire, le deuxième arc. flashback, L'âge d'or, quoi. ouais. Le flashback de Berserk, c'est vrai que le manga est vraiment connu pour ça, avoir un flashback de 10 tomes quand même, 10 volumes de flashback pour poser la totalité des personnages. Sincèrement, quel éditeur laisse faire un truc pareil, 10 volumes de flashback, quand l'œuvre vient de démarrer? Est-ce qu'on sait au final si c'est une volonté éditoriale de dire écoute, raconte plutôt un peu l'histoire, peut-être ça va être plus intéressant, ou recontinue sur ton histoire? Parce que tu sais, sur les 2 premiers volumes, finalement, t'as pas trop accroché à Lloyd. Ça a peut-être été le cas de d'autres lecteurs, finalement, qui n'ont pas spécialement accroché dès les 2 premiers volumes. La volonté de refaire une histoire un peu plus terre à terre, sans fantaisie en vrai, réellement, vrai. au début. C'était un gros pari risqué, je trouve. Surtout que ça a été, en tout cas, avant la sortie de Berserk, il y a eu ce qu'on appelle Berserk Prototype, qui a été un premier chapitre ouais. qu'il a fait en 1988 et qui a été un chapitre de 40 pages qui en fait a donné naissance plus tard à Berserk. Et c'est vrai que Kentaro Miura disait qu'il n'a jamais vraiment préparé, il ne fait pas partie de ces auteurs qui vont préparer sur 10 volumes ce qui se passe. C'était vraiment au fur et à mesure en fait, Construisait. de l'écriture de Berserk et du dessin qu'il allait. Donc c'est vrai que c'est... je pense que même l'éditeur ne savait pas dans quoi il s'engageait au début. Ouais. C'est un de tes arcs préférés, justement, l'arc de l'éclipse, chef, ou tu préfères... L'âge d'or. Ouais, l'âge d'or, ouais. Ah ouais, l'âge d'or, c'est génial. Mais après, tous les arcs sont bien. Moi, le seul bémol à Berserk, c'est genre les 3 premiers volumes qui sont un peu... Ouais. qui sont très bien. Mais je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu l'âge d'or. Après, je sais plus c'est quoi l'histoire exacte, je me souviens plus, mais on sent que, en fait, Guts, il est badass, il est sombre, mais il fait un peu creux finalement, Ouais, parce qu'on c'est sait pas coquille vide. pourquoi il est comme ça en fait. Et au bout d'un moment, juste suivre un personnage qui est sombre, qui fait la gueule et qui tue des gens, t'as du mal à t'attacher à lui. Au-delà du côté stylé qu'il avait, je pense que c'était nécessaire pour que le personnage et que la série continue de donner un peu corps au personnage et de raconter comment il en est arrivé là, plutôt que d'y aller par bribes en fait, ça aurait été relou. Soso, sur l'animé, c'est quasiment tout le temps l'âge d'or qui est repris. C'en est même, Oui. c'en est même Berserk, on l'identifie quasiment plus qu'à ça. Donc toi, tu l'as découvert avec cette période-là. Ouais. Quand t'as lu le manga et les premiers volumes, ça t'a fait bizarre? Bah, C'est quoi ça? ça m'a fait bizarre parce que du coup, je me suis dit, bon, je savais déjà ce qui se passait. Mais en fait, ça m'a permis de voir qu'il avait... C'est un parti pris, comme on dit, c'est Ouais. compliqué de commencer comme ça parce que, comme tu dis, on a un mec qui est là, il fait la gueule, il arrive, on sait pas c'est quoi ce monde, il y a des démons bizarres, il y a des gens bizarres, il y a une petite fée dans un coin, tu te dis mais on est où là, tu vois? Et moi qui avais vu, je me suis dit ok, donc là on commence à entamer le truc juste après ou c'est un peu plus loin après l'éclipse, je savais pas, tu vois, j'étais un peu perdue. Mais quand même, je dois dire que les 3 premiers volumes, s'il y en a qui n'ont pas encore lu, il faut quand même un minimum s'accrocher parce qu'il y a quand même, à partir du tome 2, tome 3, il y a des bribes au niveau émotion de Guts parce qu'il commence à lâcher, on le voit pleurer quand même dans le tome 3. Je crois il lâche une larme, enfin genre Ouais. quand il est comme ça, tu sens qu'il y a un lourd passif et je trouvais ça bien en fait, risqué mais bien de faire ça et de dire voilà le passé de cet homme et là tu comprends tout en fait ce qui se passe au début. Mais je peux comprendre que dans l'animé ils n'aient pas adapté ça parce que déjà ça aurait été trop long et les gens auraient été perdus en fait. Autant je pense que juste le flashback c'est un arc en soi. Bah qui oui, marche c'est très vrai, bien. c'est une histoire qui C'est a une- un vrai c'est une début, histoire à part une entière. fin. Bon, après, oui, elle a En une soi, fin, t'aurais pu prendre juste le flashback, le mettre au début, prendre les 3 premiers tomes et mettre la suite après. À la fin, ouais. J'ai tendance à penser que l'âge d'or c'est pas un flashback, c'est plutôt le début qui est un flash forward. Ouais, t'as vu Flash l'accent? forward. T'as vu l'accent? Mais vu, Je pense que c'est plus ça. vu la taille accordée, oui, Ouais, ouais, je pense évidemment, que c'est ça. évidemment. Ouais, le flash forward de 3 volumes, il fallait quand même, faut C'est quand même l'apéro. l'assumer. Mais c'est vrai que revenir en arrière, c'est intéressant. Alors, c'est pas la première œuvre de dark fantasy japonaise, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est une des œuvres majeures qui va dicter et driver à peu près tout ce qui se passe. Quelles sont les inspirations de Kentaro Miura pour créer Berserk? Est-ce qu'il en avait ou est-ce qu'il est parti un peu de rien, Lloyd? Oui, il en a beaucoup. Déjà, dès la première scène de Berserk, c'est un hommage à Conan, le Cimérien, Ok. enfin Conan le barbare, Ouais. avec Schwarzenegger de John Milius. Donc en fait, Kentaro Miura, il est inspiré par Ken le Survivant. Il l'a toujours dit, il a travaillé avec Buronson d'ailleurs, très proche. Il y a évidemment Hellraiser, sur toutes les célébites
Donc le monde qu'on a dans Hellraiser est très inspiré des God Hand. Le nom de chaque God Hand est en lien avec un auteur de science-fiction ou en référence avec une œuvre de SF. Ah ouais. Donc au niveau des 4 God Hand, tu as une référence de mémoire. Hein. Il y a Frank Herbert, il y a Kadik, il y a Van Vogt. Et il y en a un autre, ça va me revenir. Zelani. Voilà. Donc déjà, Berserk est extrêmement référencé. Et même Kentaro Miura va beaucoup s'inspirer d'une saga qui s'appelle Gwyn Saga, qui est un manga, enfin qui est pas un manga, qui est une série de romans au Japon vendue à 40 millions d'exemplaires, qui a été publiée chez nous dans les éditions Fleuve Noir, et en fait qui est une vaste saga de fantasy qui imagine un homme à tête de léopard qui a perdu la mémoire et qui va suivre son chemin dans une espèce d'aventure médiévale fantastique. Donc ce Gwyn Saga, c'est très populaire et ça sort en 79. Donc déjà Miura, en fait, c'est un lecteur et il dira qu'il en a fait, il s'est inspiré de ça entre autres. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo quand on voit toutes les influences de Berserk. Kentaro Miura a beaucoup mangé de pop culture et s'en est vraiment resservi. Surtout que Berserk arrive au moment où la fantasy japonaise commence à exploser à l'international. Ouais, donc c'est vraiment le meilleur des moments justement peut-être pour ça. Ces inspirations, voilà, tu les ressens toi aussi, chef, quand tu lis ça. Est-ce que tu as su déceler tous les clins d'œil, tous les petits trucs que Kentaro Miura avait mis dans son œuvre? En vrai, comme je disais, Berserk, c'est un des premiers trucs que j'ai lu à fond. Ouais. J'ai compris après, avoir la référence que dans le barbare, je l'avais. Quoi que si, il y a pas mal de références que j'avais finalement, mais après tout ce que j'ai découvert, genre Evil Dead, tout ça, genre de trucs, j'ai découvert après Berserk pour le coup. Du coup je fais ça vient de là et tout. J'ai fait le cheminement un peu inverse. Puis il y a les références picturales. C'est vrai que dans Berserk il y a des références à Gustave Doré, à Goya, à Jérôme Loche. Donc il y a aussi tout un travail de Kentaro Miura de reprendre des grandes peintures connues ou des imaginaires connus du romantisme du 19e siècle. Pour son roman et enfin pour son manga. Et ce qui est marrant, c'est que Guts, par exemple, c'est un hommage à Rutger Hauer, qui est le grand méchant de Blade Runner. Ok. Qui fait le Nexus 6. Enfin, il y a pas mal de petits clins d'œil comme ça, et même cette idée d'avoir un héros qui a plein d'armes. C'est une référence à Tezuka avec Dororo. J'avoue. Il y a aussi un samouraï qui a plein d'armes dans ses. Donc voilà, tout ça fait. Miura accepte totalement ça. Ils en parlaient d'ailleurs. Un Tezuka moderne, Dororo moderne, dans un monde dark fantasy, c'est vrai que c'est assez fou. Le personnage de Guts, t'as directement plu, Soso. C'est quand même le personnage qu'on suit vraiment tout le temps. Hein. Je pense qu'il y a très peu de planches sans Guts. Quand c'est sans Guts, c'est qu'on construit un peu ce qui se passe à l'extérieur, mais on va suivre ni plus ni moins tout le temps que son épopée. Lui, évidemment, l'un de ses compatriotes, comparses émérite, Griffith, que l'on va découvrir après. Mais suivre un seul personnage comme ça, c'est pas un peu difficile si tu aimes pas, si tu t'attaches pas vraiment au perso? Après, si tu t'attaches pas à Guts, c'est que tu vas pas t'attacher à Berserk. Hein, de toute façon, parce que l'œuvre, c'est un peu Guts. Après, c'est aussi une histoire entre deux personnes qui sont fondamentalement opposées et qui pourtant ont une puissance commune, Griffith et Guts. Mais pour moi, Guts, j'ai accroché direct au personnage. Il a vraiment une profondeur et je pense que c'est bien d'avoir pas forcément 3 millions de personnages, mais quelques personnages et surtout un qui est extrêmement bien approfondi, que tu vas suivre, parce que finalement tu t'accroches. Berserk, c'est Guts. Des fois, il y a des gens, ils disent Guts, ils l'appellent Berserk, tu sais, genre on a l'impression Berserk, c'est le manga, c'est Guts, c'est ça. Après, en soi, entre guillemets, mais genre Guts, pour moi, c'est vraiment un personnage, ça fait partie de mes personnages préférés de tout manga confondu, parce qu'il a vraiment une écriture qui est approfondie et tu évolues avec lui, et finalement, ça devient une personne à part entière. Tu penses à lui, tu penses à ses épreuves, même si c'est quelqu'un qui est dans un manga. Tu ressens toutes ses émotions et t'évolues vraiment avec lui, parce que grâce au flashback, on le voit petit et on a une construction de sa psychologie qui est ouf en fait. Donc je trouve ça moi personnellement, Guts, incroyable ce personnage. Chef, est-ce qu'on peut parler un peu du personnage de Griffith, donc qui va être un personnage que va rencontrer Guts justement dans son flashback? Il semble d'ailleurs déjà chercher au début de l'œuvre. Qui est ce personnage? Pourquoi sont-ils liés les deux tous ensemble? Et quel est finalement, on va dire, celui que tu préfères des deux? Vous avez 2 heures. En vrai, je préfère Guts. Ok. Des deux. Ça, c'est facile déjà. C'était quoi la question? La question, c'est qui est Griffith exactement? Tu peux me le présenter un tout petit peu? Griffith. Alors disons que Guts,
Je vais comparer les deux. Guts, pour moi, c'est le mec qui fait un peu fuir tout le monde, mais qui a besoin d'être entouré, alors que Griffiths attire tout le monde, mais en réalité, il est seul. Ouais. Du coup, en fait, c'est le reflet l'un de l'autre. C'est-à-dire que voilà, il y en a un qui attire, l'autre qui repousse, et en même temps, ils aimeraient bien être à la place de l'autre. C'est le yin et le yang, c'est vachement profond. C'est ça, c'est le yin et le yang, il s'apprécie énormément, évidemment. Bon, le personnage de Griffith est quand même quelqu'un de très ambitieux à la base, hein. C'est l'ambition qui le représente, là où Guts, lui, ne veut finalement que survivre et un peu se battre. C'est pas quelqu'un de très ambitieux, hein, Guts, hein, j'ai l'impression. Pour moi, Guts, il est comme ça pour se protéger, en fait. Okay. Il veut pas être... il a peur du monde, je pense. Alors que Griffiths, il veut la reconnaissance du monde. Enfin, c'est comme ça que je les vois. Après, on sait ce qu'il attire dans la reconnaissance du monde. Est-ce qu'on a déjà des explications sur pourquoi Griffith recherche justement cette reconnaissance, recherche le pouvoir à tout prix? Qu'est-ce qui l'a motivé dans ses choix? Quelqu'un sait ça? Moi, j'ai l'impression que Griffith, c'est même pas une reconnaissance du monde qu'il attend, c'est une domination du monde, c'est changer le monde. Il attend pas que les gens le reconnaissent parce qu'il sait qu'on va le reconnaître. Il sait qu'il est supérieur aux autres. Il a vraiment une estime de lui, entre guillemets, et son ambition fait que son estime de lui est extrêmement haute. Je pense il a une vision du monde qui est assez, entre guillemets, terre à terre, et il sait qu'il est pourri au plus profond de lui, parce qu'il a quand même vécu dans les bas-fonds, on le voit. Ouais. Et cet objectif, un peu de candeur maximale, parce que c'est vrai que quand on le voit, il est très imagé, un peu comme des peintures à l'ancienne, tu sais. Il est limite divin un petit peu, il est beau, il est angélique. Alors que pour moi, c'est vraiment cette idée de façonner le monde et de le modifier, vraiment de raser tout et de faire ça à son image, comme il le voit. Et alors que Guts, pour moi, il a peur. Encore une fois, je pense même pas qu'il ait peur du monde, il a peur de lui-même. Il veut être seul parce qu'il sait que ce qu'il entraîne, c'est souvent la mort. Il a entraîné la mort de sa mère, malheureusement, enfin c'est pas lui, mais il l'associe, il a entraîné la mort de la sœur de son beau-père, enfin de son maître, il a entraîné la mort de son père qu'il a eu, il a l'impression que c'est un peu sa faute aussi l'éclipse, il est affublé d'un fardeau, alors qu'il n'a rien demandé dans la vie, donc je pense qu'il a peur de lui-même, et on le voit même avec Casca, il veut même pas en approcher, parce qu'il a l'impression qu'il est la cause de ses maux, donc il porte toute la peine du monde sur lui, et c'est ça qui est triste en fait. Ouais, un peu au mauvais endroit, au mauvais moment, l'ami Guts, finalement, quasiment tout le temps au cours de sa vie, c'est le John McClane déchu de cette histoire. Finalement, Guts, Griffith, ami, ennemi, est-ce qu'ils s'apprécient toujours? Est-ce qu'ils se détestent profondément? Là où on en est dans le manga, c'est pas spécialement très évident. Quel est votre avis à vous, Lloyd? Ce qui est intéressant dans la relation Guts et Griffith et aussi Casca, c'est qu'on a une espèce de réécriture du mythe arthurien. C'est-à-dire donc les histoires arthuriennes, il y a Lancelot, Guenièvre et le roi Arthur. Et en fait, d'un point de vue symbolique, les trois font penser à ça. J'avoue. Griffith fait penser au roi Arthur, finalement, Lancelot, ça pourrait être Guts, et Casca, Guenièvre. Ce qui est intéressant avec les deux, c'est que c'est ombre et lumière. Guts ne cherche pas du tout la reconnaissance et la lumière, on l'a très bien dit. Griffith, c'est celui qui a un projet politique, qui construit une utopie monstrueuse sur un pacte faustien, hein, puisqu'en fait, il sacrifie les autres pour arriver là où il veut aller. Ouais. D'ailleurs, le côté faustien est hyper marqué sur quand il devient ou il se transforme en une espèce de God Hand. Donc son casque est une référence à Phantom of the Paradise, classique de Brian De Palma, et il y a encore le pacte faustien. Donc en fait, c'est aussi deux visions du monde. Ce qui est intéressant avec Griffith, c'est que depuis le début, lui a un but politique, de créer un royaume. Et de créer un royaume, entre guillemets, merveilleux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le côté dictateur éclairé, en fait, Griffith. Ouais. Il est beau, il y a la lumière sur lui en permanence. Il y a ce côté très dictateur éclairé, mais qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que même Miura joue... Alors déjà, Griffith, c'est une référence à un ami du lycée qui est mangaka et qui a fait Suicide Island. Donc en fait, la référence entre les deux... Miura fait une référence à son ami du lycée qui est devenu mangaka aussi. Mais en fait, ce qui est intéressant avec Griffith, c'est que y a une relation à la lisière un peu homo-érotique. En tout cas, Griffith, lui, a un rapport avec Guts. C'est vrai. Qui est proche limite de la romance. Ouais. Griffith qui n'hésite pas d'ailleurs pour arriver à ses fins à coucher avec des hommes plus vieux. Tout à fait. Et il y a tout le côté grec qui revient en fait. On a la question de voir un peu ces rapports-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que Griffith, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Alors que Guts, il veut être libre. Voilà, donc on a aussi deux visions du monde
Griffiths est accompagné, Guts est solitaire. Enfin, on joue beaucoup sur les ombres et lumières en fait, sur ces deux personnages. Alors au milieu de ces deux personnages, il y a Casca qui va faire un peu les frais de l'opposition entre les deux personnages. Casca qui est donc un des membres de la troupe du Faucon, troupe dans lequel Guts et Griffith ont évolué tout au long de ce fameux flashback qui est l'âge d'or. Malheureusement, à l'issue de l'éclipse, elle va complètement à la fois perdre la mémoire et perdre un peu la raison quelque part. Et elle devient le nouveau fardeau de Guts qui, amoureux évidemment d'elle, va tout faire pour essayer de lui redonner un peu son âme et de la faire revenir à la vie. Casca, c'est un personnage important du manga. Il n'y a aucune construction de Guts et de Griffith sans ce personnage-là, selon toi, chef? Difficile à répondre à ça. Faut que je réfléchisse 2 secondes. D'autant plus que là, arrivé vers la fin, on en est un tome 40, tome 41. C'est vraiment un personnage qui est fondamentalement important et toujours au centre de l'intrigue. J'ai envie de dire que Casca, c'est un peu l'enjeu de la rivalité entre Guts et Griffith. Ouais. Et tu penses vraiment que Griffith aime Casca? Enfin, quelque chose. Non, il y a un mais sentiment je pense qu'il aime le fait qu'elle l'aime. Ah, voilà, d'accord. Il aime la contrôler. Ouais. Je pense que c'est plus vicieux que ça. Encore une fois, c'est un mec qui est vraiment dans le contrôle. Et le fait qu'il y a un moment, qu'il a compris qu'elle avait choisi Guts. Ça lui plaît pas. Je pense que ça lui a pas plu, non. Après, est-ce qu'il est au courant qu'elle a quand même un peu perdu la raison? On se souvient peut-être pas. Spécialement tout ce elle témoigne de tout un traumatisme justement derrière. Tu devrais faire un choix entre Griffith et Guts. Soit ce serait Guts que tu choisirais, Soso, immédiatement. Pour ma santé mentale, oui. Pour ta santé mentale, oui. En vrai, je pense que tu ne veux pas vivre dans le monde merveilleux que te propose Griffith. Regarde ces châteaux luxuriants, cette ville prospère. Ouais, super. non, en fait, le truc c'est que pour moi, Guts, c'est un peu ce que rêve, entre guillemets, enfin moi je ne vais pas parler au nom de toutes les femmes, mais c'est un peu l'homme de rêve dans la façon dont il aime Casca. Il l'aime sans concession, il est prêt absolument à tout pour elle. Et c'est d'ailleurs, moi dans ma lecture, des fois j'en voulais à Casca, alors que c'est pas sa faute. Mais j'étais là en mode, mais tu te rends pas compte que t'as un super homme en face de toi et qui t'aime de tout son cœur. Mais vu qu'elle a perdu la raison, évidemment, c'est compliqué pour elle. Mais moi j'en voulais aussi à Casca avant qu'elle perde la raison sur son attachement à Griffith. Et en même temps, ça témoigne d'un fait qui existe dans notre monde sur le côté psychopathe et le côté toxique d'une relation, ou même l'emprise d'une personne sur une autre, dans le fait que c'est un peu le syndrome du sauveur. Et il l'a sauvée, elle lui doit quelque chose, elle l'idéalise complètement. De ouf. Et vu que lui, il a vraiment cette capacité à contrôler les gens et à avoir c'est même de l'aimant, il attire les gens. Et il a une aura autour de lui, ce que n'a pas Guts. Guts, comme on le disait, il repousse beaucoup. Mais elle va voir en Guts quelqu'un qui va être vrai, sur qui elle pourra compter, qui l'aimera juste elle, et ce sera quelque chose d'assez solitaire et de pur et de simple, alors que Griffith, c'est des idées de candeur et en même temps c'est l'inatteignable. Elle ne l'aura entre guillemets jamais, elle le sait, elle le comprend même avec Charlotte, qu'il y a d'autres ambitions qui passeront toujours avant elle, mais elle reste là, je serai toujours là pour lui. Et même ce moment juste avant l'éclipse où elle dit non en fait je vais pas partir avec toi, je vais rester avec Griffith, c'est un moment où j'étais là en mode non, mais elle lui doit quelque chose, elle est vraiment liée à lui. Et Guts l'a même compris en mode peut-être qu'il était même prêt à continuer la troupe et juste pour Casca. Donc bien évidemment que je choisirais Guts, mais c'est vrai que Griffith a quelque chose d'assez mystique qui peut attirer, je le comprends. Et il a une psychologie qui est quand même très très compliquée et très toxique, donc il faut s'en éloigner à tout prix. Lloyd, cette idée du traumatisme que vit Casca, c'est aussi quelque chose qui est repris d'une certaine forme de mythologie, ou c'est quelque chose qu'il avait vraiment envie d'exprimer dans son œuvre, la relation toxique que l'on peut avoir entre deux individus, etc. En tout cas, je ne sais pas si c'était conscientisé de Kentaro Miura, mais c'est de ça dont ça parle. Finalement, c'est vrai que le manga explore ce qu'on dirait maintenant la masculinité toxique, puisqu'on a quand même dans ce manga, on voit quand même des gens terribles. La toxicité, c'est un peu le centre. C'est quand même assez flagrant. Ce qui est intéressant avec, en tout cas, Guts, c'est un personnage assez peu sympathique dans le fond. C'est un personnage d'ailleurs qui n'exprime pas grand-chose, qui est pris dans une espèce d'obscurité. Et ce qui est génial, et la force de Berserk, c'est d'avoir des personnages secondaires très forts qui en fait apportent à Guts cette humanité. Il y a toujours un jeu entre ces personnages-là.
avec Farnèse, avec tous les gens que va rencontrer Guts. Shirk. Shirk. Incroyable. Il va gagner en humanité. Et en fait, ce qui est intéressant avec Casca, c'est comment Casca permet à Guts de redevenir humain. Malgré tout ce chemin de croix, parce qu'en fait Berserk c'est aussi un long chemin de croix de Guts avec son fardeau qui le porte pendant 40 volumes quoi. Et ça c'est assez intéressant de voir comment les deux personnages se répondent, parce que on pourrait dire que Casca finalement à partir du volume 13 ça sert plus à rien et que c'est un boulet et un fardeau, alors qu'en fait c'est beaucoup plus subtil que ça. Bah, faut quand même quoi. C'est même elle la responsable du mode Berserk. Hein. Bah oui, complètement. Elle en fait c'est un long chemin de croix vers redevenir humain, mais j'ai l'impression même que c'est Shirk. C'est toute cette troupe qui se fait alors que normalement c'est quelqu'un de solitaire, il s'en recrée une alors qu'il en voulait pas. Ça. On a tout ce passage où il est seul avec Casca, en plus il erre dans les ténèbres, il y a un passage où vraiment les endroits où il est c'est pas très ouf. Ouais. Et il va rencontrer ces gens, il y a Serpico, Oui. il a un élève, il y a Farnèse bien évidemment qui va un petit peu être un petit boulet au début quand même, et puis Shirk qui va être un peu la petite groupie qui va un peu l'attendrir finalement, parce qu'il a quelque chose avec les enfants surtout. Il a un instinct un peu protecteur, mais pour moi Casca est là pour développer ce mode berserk, cette haine qu'il a en lui, parce que le moment où il la mord, c'est un moment qui est hyper fort quand il la mord là. Ouais. C'est le moment où justement il commençait un peu à se rapprocher d'elle, et il y a l'instinct animal qui est ressorti, et ce moment-là il est puissant, il est limite sexuel, mais en même temps très violent en fait, et c'est le moment où ça casse en plus entre lui et elle. Elle en a de nouveau extrêmement peur, et il y a cette coupure, et pour moi Casca provoque en lui de l'amour, mais énormément de haine aussi. Puis c'est une série vraiment sur le traumatisme. Hein. C'est-à-dire que tous les personnages sont des grands traumatisés, quoi qu'ils fassent. Il y a ce truc-là, donc comment guérir du trauma. Et c'est ce qu'on suit avec Guts, Casca et sa troupe. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des beaux personnages féminins dans Berserk. Oui, c'est vrai. Qu'on peut souligner, C'est vrai, ce qui n'est pas vrai. toujours le cas dans les mangas. C'est vrai. Et en fait, on voit qu'on a des personnages féminins qui, au fur et à mesure de l'aventure, deviennent beaucoup plus fortes. Et sont pas des personnages juste pour faire beau, juste pour Bah, Soutenir. Shirk, c'est MVP total justement dans toute l'histoire. Ça t'a plu, toi, chef, le fait que Miura reforme une troupe autour de Guts, un peu façon... J'ai pas envie de dire shonen, mais un peu quand même. Il a sa troupe d'aventuriers. On est reparti dans un JDR, c'est parti. Il y a la magicienne, il y a le voleur, il y a l'assiste derrière, il y a la meuf qui sert à rien. Et Farnèse. c'est la hileuse, mais elle lit rien. C'est plaisant d'avoir ça. Ça t'a plu, toi, que ça reparte comme ça, Berserk? Moi j'ai bien aimé. Alors ça a été critiqué pas mal à l'époque. Oui, J'ai commencé énormément. à partir plutôt dans la high fantasy, C'est comme ça, on c'est disait. ça, c'est ça. Mais moi je trouvais ça plutôt pertinent parce que en fait, pour qu'il y ait de l'enjeu, il faut que le personnage ait quelque chose à perdre en fait. C'est vrai. Donc s'il va juste avancer tout seul sans avoir à protéger personne, il y a moins d'enjeux. Alors que là, à tout moment, soit il peut devenir taré et se retourner contre eux, soit il y en a un qui va mourir ou... Voilà, en fait parce que c'est ça, Guts, toute sa vie, à chaque fois qu'il s'est approché de quelqu'un, Il est à mort. un moment donné, il arrivait quelque chose qui Voilà. a fait que ça parte en sucette. Donc moi, le fait qu'il y ait cette tension-là, et que en plus il arrive à faire revenir Casca, spoiler ou pas spoiler, je sais pas trop, j'aime bien cette idée-là, parce qu'après maintenant on est dans un autre level, on se dit bon, Casca va aller vers Guts, vers Griffiths, il a des trucs à perdre. Non mais C'est plus ça, intéressant. franchement, vous Moi, je pense pensez qu'elle va aller vers réellement qu'après 41 volumes, Oui. après tout ce qu'il a fait, elle va quand même hésiter encore? Oui, Putain, mais c'est un truc de ouf, mais je suis désolé, mais pourquoi faire tout ça? Soso dit quelque je peux chose. expliquer Mais pourquoi. c'est de la Attention, ça va être une torture. grosse phrase. Ah. Parce que je pense que Griffiths représente un doux mensonge alors que Guts, bah, c'est une terrible vérité. Et elle a Aïe, pas aïe, envie de... aïe, aïe, aïe. Parce que si le truc, c'est le traumatisme. Si elle reste avec Griffiths, quelque part, ça donne du sens à ce qu'elle a vécu. Alors C'est que pas si elle faux. reste avec Guts, bah, elle a fait que morfler en fait. Oh. Et elle a tout perdu. Point de vue féminin là-dessus. Waouh. Calm down. Non. Bah, Red mais en flag. vrai, franchement, Je peux comprendre, d'un Ça se point de vue défend. psychologique, ça se tient. Mais. Bah, c'est bien, je dis pas que c'est logique. oui, Je dis que c'est ce qui pourrait se Non, passer. je peux comprendre. Ça peut se passer parce qu'on est quand même dans Berserk, donc voilà. Mais après, moi, quand je lis la fin, elle pense à lui. Mais le problème, et c'est encore une fois, j'ai l'impression que c'est une malédiction sur Guts. Elle le voit. Elle peut pas le voir en fait. Dès qu'elle le voit, elle repense à ça. Alors que c'est pas lui qui l'a violé. C'est pas lui Pourquoi qui lui elle a peut pas fait le ça. voir?
Bah parce que c'est. Mais je comprends pas c'est pourquoi. ce que je dis. Mais non, mais tu crois. Non, mais elle verrait l'éclipse, elle verrait tout ça quand elle voit Griffiths. Je me dirais oui, mais quand elle voit Guts, et ça m'énerve. Ça me fout la haine pour Guts. Et non, elle devrait penser à tout ce qu'il a fait pour elle, et quand elle le voit, ça lui refait penser à tout ça. On aura l'occasion de reparler justement de la suite de Berserk après ce volume 41. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cet univers et sur l'explication globalement de l'univers. À la base, lorsqu'on voit les premiers démons, on va dire, de Berserk, on ne sait pas trop d'où ils viennent, comment est-ce qu'ils sont générés, etc. Et au fur et à mesure de l'histoire, et notamment après l'éclipse, quand même un gros traumatisme parce qu'il y a une somme d'informations gigantesques qui arrivent ici sur le terrain, on commence à poser des explications des mondes parallèles qui sont des mondes astraux qui sont les uns au-dessus des autres, des personnages qui peuvent interagir justement entre ces deux mondes et ramener tous les démons à traverser justement ces mondes. Le fait qu'il y ait des explications autour de ce côté vraiment très mystique, de l'enfer, du paradis, du monde des démons, de ce monde astral, c'est une bonne chose que Miura ait été donné un peu, on va dire, des explications. Alors rien n'est rationnel, bien entendu, mais vraiment posé de cet univers, l'origine de la puissance, de l'énergie aussi. Moi, je trouve que même s'il y a des explications, c'est pas vraiment des explications. C'est plus des éléments de mythologie, ça reste très ésotérique. C'est pas. Il explique pas le fonctionnement du naine. Oui, c'est ça. Dans ce délire-là. C'est un cours, l'expliquement du naine, c'est un cours. On nous laisse quand même une part de mystère. Ça reste quand même assez mystique, assez religieux, assez ésotérique. C'est pas. On n'a pas toutes les clés, il faut pas qu'on ait toutes les clés. D'ailleurs, il y avait un chapitre où il avait. Où Griffiths à la base, avant de devenir Femto, rencontrait Dieu. Oui. Et ce chapitre a été supprimé parce qu'à partir de ce moment-là, effectivement, en fait, tout est expliqué et il n'y a plus de mystère. Ah ouais. Donc il l'a supprimé et c'est tant mieux. Et maintenant, même si on a des petits éléments de oui, la magie, ça marche comme ci, comme ça, il y a les forces de la nature, il n'y a pas la vraie explication. On peut pas faire toute la mythologie du truc. Parce que si à un moment où on peut tout tracer, tout expliquer, bah à ce moment-là, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de magie et du coup, l'univers n'est plus effrayant. Parce que c'est ce qu'on ne connaît pas de Berserk qui fait peur finalement. Mais justement, ça m'intéresse, c'est quoi cette histoire de chapitre où Griffith est censé rencontrer Dieu? L'expert est à côté, il va sûrement expliquer. Lloyd. En fait, il y a eu, à un moment donné, le Kentaro Miura a pensé faire un chapitre qui expliquait un petit peu plus comment était fabriqué l'univers. Et donc, quand Griffith fait son pacte faustien, il rencontre Dieu, enfin ce qui représente Dieu. Et en fait, c'est toutes les mauvaises pensées négatives de l'être humain qui nourrit cette espèce de Dieu de son univers. Très bien. C'est une vision assez Lovecraftienne. C'est très influencé par Lovecraft ou Clark Ashton Smith, qui sont des maîtres de l'horreur et du fantastique. Et il n'a pas voulu publier ce chapitre finalement parce qu'il trouvait que ça donnait trop de, comme a très bien dit le chef, trop de clés. Donc la part de mystère s'en va. Ce qui est intéressant dans l'univers de Berserk, c'est qu'il y a un retour au merveilleux. Ça veut dire qu'il y a toute cette idée dans Berserk que finalement toute l'arc sur la religion montre que la religion a détruit la nature, détruit la magie, détruit en brûlant des sorcières. Ça c'est vrai, la religion prend cher quand même. Il y a une critique religieuse assez féroce. Et en fait, il y a cette idée que le merveilleux, grâce à Griffiths, revient. Et c'est ce moment où le manga passe de la dark fantasy à de la high fantasy, avec tout le bestiaire des contes et du fantastique qui revient à fond les ballons dans Berserk. Donc ça, c'est assez rigolo de voir que la magie, grâce à Griffiths, revient sur Terre. Ce qui est assez étrange, c'est qu'on a un peu cette contradiction entre évidemment tous ceux qui sont dans la religion globalement sont soit un peu pourris, soit détruisent tout ce qu'il y a réellement autour. Et pourtant, il y a des choses mystiques dans cette œuvre, des choses inexplicables, des choses vraiment qui s'apparentent à des véritables miracles quand tu es un humain, des choses en quoi tu as envie de croire. Donc à la fois le monde est quand même mystique et à la fois tous ceux qui ont essayé de structurer un peu autour d'une religion ce mysticisme se sont retrouvés être des fiefés salauds. Alors où se positionner? D'ailleurs, est-ce que dans son royaume gigantesque, là, Griffith imposera lui-même une religion ou il s'impose juste comme souverain suprême? C'est lui la religion. C'est lui Dieu. C'est comme le personnage de Griffith fait assez penser finalement à Paul Atreides dans Dune. C'est un leader charismatique qui pète un plomb et qui devient un tyran religieux où tout a été basé autour de lui. Donc de toute façon, je pense qu'une des
une des morales de Berserk, c'est un peu comme dans Dune, c'est ce que Frank Herbert disait, ne suivez pas les leaders charismatiques. Il n'y a rien de pire que des leaders charismatiques. Et en fait, Griffiths est un leader charismatique depuis le début, à l'inverse de Guts, qui est charismatique, certes, mais qui n'est pas du tout un leader. Alors, je me retourne devant les deux leaders charismatiques justement ici. Hein, c'est un beau mensonge. Et l'autre, c'est hardcore. Ah, j'avoue, quelle idée tu as, toi, justement, là-dessus, Soso? Sur la religion, tout ça, là, dans Berserk. Moi, je trouvais ça excellent, en fait, qu'ils défoncent la religion, et ça m'étonne pas, entre guillemets, des Japonais. Faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'émissaires chrétiens qui sont partis en Asie, tout ça, Ils ont pris cher, eux. Hein. Ah ouais, ils ont pris très cher, mais je pense notamment aux prêtres, qui a le visage quasiment plat, parce qu'il s'éclate la tronche en priant, c'est un peu la chasse aux sorcières, c'est un peu... C'est vrai. C'est diaboliser complètement la religion dedans et revenir on le voit dans des Ghibli, hein, où finalement on veut retourner aux sources avec la nature, les forces de la nature. Shirk en parle, elle dit moi je vais vous sauver grâce au pouvoir de la nature. Elle parle d'équilibre et on le revoit dans le monde astral. Elle a dit ces mondes-là, on ne peut pas passer parce que du coup on détruit un équilibre. Ouais. Et ce qu'il est en train de faire, ça détruit l'équilibre. Avec le roi des Kushan aussi, ça déstabilise tout. Et du coup, en fait, le fait d'avoir vraiment mis cet arc sur la religion et l'avoir balayé, avoir amené à la fin la petite touche avec le pape qui oublie tout et qui va faire sacrifice en mode ah. Puis c'est un faiseur de miracles. Il alimente tout ça quand il fait revenir les êtres en esprit pour que les familles puissent dire au revoir. C'est vraiment du pain béni pour eux, genre c'est le Messie. Du coup, on a cette vision très très belle du Messie. Et à côté, t'as Guts qui est du côté de son île avec les sorcières, le monde vraiment pur de la magie. Et lui, il voit que c'est un monde qui peut être très beau, tout comme très très moche. Et il y a cet équilibre-là que Griffiths va complètement effacer en disant « chez moi, tout est beau ». Alors qu'on n'oublie pas qu'il y a quand même un dôme où c'est l'enfer là-bas, il a mis tout ce qu'il y avait de plus moche là-bas et on le voit pas trop, on veut que ce soit très lissé chez lui, quoi. Donc moi j'ai trouvé que la critique de la religion était quand même assez... je suis plutôt d'accord. Chef. Je suis pas trop d'accord que ça soit une critique de la religion. Okay. C'est plus une critique du dogme. Alors religion monothéiste de mon côté. En fait, puisqu'il le remplace justement, c'est le problème des inquisiteurs et tout dans Berserk, c'est que c'est les hommes qui essayent d'imposer une marche du monde. Mais c'est pas un rapport avec la croyance ou la religion, parce que derrière, les sorcières et tout ont aussi leur propre religion. C'est vrai. Ils ont aussi leur propre dieu, leur propre croyance, mais sont plus proches de la nature et de l'essence. Parce qu'en fait, les sorcières, c'est des êtres qui ont plus conscience de la vraie nature du monde. Oui. Et qui voient le monde plus... Voilà, donc je pense que c'était plus ça le sujet. Moi, c'était plus pour religion monothéiste, vraiment. Non, mais genre... que ce soit monothéiste ou pas monothéiste, je pense pas que ce soit le problème, que ce soit la religion. C'est plutôt la religion imposée par les hommes. Voilà, c'est plutôt ça le sujet. C'est l'arrogance, en fait, de devoir tout contrôler. Et puis Griffiths, c'est ça aussi, mais x10 en fait. Parce que lui, il a en plus la vision de ce qu'il y a autour. En plus, il a des skills. Mais il ment, parce que les monstres, c'est lui qui les envoie taper les villages. Bah oui. C'est vrai. Donc encore une fois, on est dans le délire du vas-y, je crée ma propre religion, je manipule, je mens aux gens. Alors là, tu parlais justement d'un dieu qui serait nourri par les désirs impurs des gens façon Lovecraft. Il n'y a rien, aucune divinité dans le monde de Berserk qui est nourri par le bon, le bien qu'il y a dans l'être humain. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bon. Il n'y a rien associé justement à cette bonté humaine. C'est terrible, tout est noir. En tout cas, ce qu'on voit vers la fin de l'aventure, c'est que les sorcières, tout ce qu'on voit avec l'île, avec une espèce de vision un peu... c'est par les sorcières qui apportent finalement le côté positif, avec une espèce d'île qui fait penser à Avalon, qui est une référence finalement aux légendes arthuriennes. Non, c'est un manga qui est très pessimiste, Berserk, sur la nature humaine. Relativement, non? Et c'est ce qui fait aussi la force de ce manga-là, c'est que à l'époque, quand c'est sorti, il y avait peu de titres comme ça. Et c'est vrai qu'il vaut mieux avoir c'est bien d'être optimiste, en tout cas de garder un optimisme quand on lit ce manga, parce que c'est vrai que sur qu'est-ce que ça dit sur l'homme, ça montre toutes les mauvaises facettes. D'ailleurs, ce qu'on pense, c'est que Kentaro Miura, quand il a commencé Berserk, il est pile dans la décennie où il y a le génocide du Rwanda et puis aussi la guerre en Yougoslavie. C'est quelque chose qui l'a marqué, parce que c'était un moment où à la télé on voyait beaucoup d'images d'exactions, même au Japon. C'est vrai. Et c'est vrai que lui, c'était des trucs qu'il avait, comme beaucoup de gens de cette époque-là, qui l'avaient marqué. Donc c'est vrai qu'on peut des fois se poser la question de pourquoi il y a autant de morts dans Berserk. Ouais. C'est dur quand même d'avoir autant. Après, bon, c'est un peu le thème de l'œuvre, mais c'est pas un peu trop
trop, c'est pas un peu too much quand même à certains moments. Tu sais, je sortais de certains chapitres de Berserk, moi j'étais, à un moment j'étais pas bien, j'avais besoin de respirer, j'avais besoin d'une respiration réelle quoi. Bah, la force de Berserk, c'est avant tout la radicalité de l'œuvre. Hein. Je pense que Berserk, c'est une œuvre profondément radicale qui va jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on aime Berserk. C'est qu'en fait, on lit des choses qu'on n'avait jamais vues avant ou rarement avant. Et c'est ça qui nous touche. Enfin, je sais pas pour vous. Après, je trouve que la violence est jamais gratuite. Ouais. Ah, C'est pas du gore spectacle. Bon, il y en a un petit peu parce que les combats sont stylés. oui. Mais je pense que c'est chaque truc violent, à part peut-être au début quand il découpe des mecs dans un bar pour rien, que vous voyez, pas grand chose. Il avait un peu cherché. La violence dans Berserk, je trouve qu'elle est toujours justifiée. Elle sert à raconter un truc. C'est pas juste, vas-y, c'est rigolo, ça va exploser, ça va violer. Je trouve qu'il y a toujours un truc derrière. C'est ça que j'aime bien. T'es d'accord avec ça, Soso? Moi j'aime bien. Toi, t'aimes bien la violence gratuite? Non, en fait, comme il dit, je suis d'accord avec lui, elle est toujours justifiée, c'est pas juste de la violence pour de la violence. Après, on est dans un milieu extrêmement hostile où finalement, si tu te bats pas, tu meurs. Donc finalement, c'est de la tuerie en masse. Après, c'est vrai que c'est spectaculaire, il a quand même une énorme épée, quand il en coupe 15 à la fois. Il y a toujours de la bagarre, en plus en même temps, il est toujours, le mec il est poursuivi constamment. Donc évidemment que la violence est présente, la sexualité aussi. Il y a tout un arc avec justement l'espèce de mec avec la tête de boucle. C'était assez fort. Ah, lui, il se donne, hein. Ouais, c'est un peu le sabbat. Il a des petites soirées, on va dire. Hein. Ça faisait penser d'ailleurs à Devilman. Il y avait des formes de sabbat. C'est un sabbat, clairement. C'est un sabbat 100%. Et même au niveau relation Griffiths-Guts, ça me fait penser à Devilman pour le coup. Mais après, moi, quand je lis, en fait, t'es tellement dedans que... Après, il y a les petits moments un peu de répit qui sont sympathiques, tu vois, et tu souffles. Mais c'est sûr que quand tu lis Berserk, t'es pas là pour regarder un truc un peu tranche de vie sympathique, quoi. Là, tu sais que tu vas rentrer dans un univers très sombre, et c'est ça qui fait, entre guillemets, le charme de l'œuvre. Alors, Berserk, oui. Moi, ça me fait penser un petit peu à ce qu'il y a dans le film Orange Mécanique. Ouais. Grand film, un chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de type de violence dans Berserk, comme dans Orange Mécanique. Tu as la violence qu'on va voir à travers les pages et qui vont nous choquer, donc des scènes de violence, de viol et compagnie. Mais tu as une violence qui est symbolique et tu as une violence qui est aussi intellectuelle. Et un peu comme dans Orange Mécanique, qui joue sur ces trois types formes de violence-là avec le personnage d'Alex, qui est un personnage monstrueux. Mais finalement, le pire dans Orange Mécanique, c'est pas ce qu'on voit. Et ce qu'il fait, c'est qu'à la fin, dans le fond, le système valide et en fait, Alex s'en sort. Et c'est un peu ça qu'on voit, par exemple, dans l'arc avec la trahison de Griffiths. Le pire dans tout ça, c'est la trahison, en fait. Et ce qui est intéressant avec Berserk, il y a plusieurs niveaux de violence. Ce serait trop simple de dire c'est juste un manga bourrin avec de la violence gratuite. Pas du tout. Ça va plus en profondeur. Griffiths, ce qui est violent, c'est quand lui-même est détruit. Toute cette séquence, on se rend compte que ça devient une espèce de loque humaine. Symboliquement, là on est dans la pleine violence symbolique. Ce qu'incarnait Griffiths est détruit. De ouf. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans Berserk, c'est sur la gestion de la violence. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Ouais, je suis d'accord, il y a même un passage qui est extrêmement violent psychologiquement pour le lecteur, c'est quand il tue le fils. Il y a quand même un infanticide dès le départ, donc on est avec un héros, enfin anti-héros, on va suivre un mec qui a buté un enfant. Ouais. Et c'est ça qui est violent pour le lecteur, c'est qu'on va apprécier un personnage qui a buté un enfant, et en plus la scène, dans l'anime elle est cool, mais dans le manga, il y a vraiment les yeux exorbités de l'enfant, toute la souffrance de l'enfant qui a rien demandé, qui se fait planter et qui va mourir après quelques secondes. Et après, scène d'après, c'est fait et on continue notre vie, quoi. Et c'est la violence aussi d'une réalité. C'est-à-dire qu'on l'a tué, mais il faut avancer. Il y a souvent ça, et on tue des gens, mais la vie continue. Donc la violence devient limite banale, en fait. Elle est banalisée dans Berserk. Ce qui est souvent le cas un peu en temps de guerre, hein, il faut le dire, hein, tout de même. T'as pas le temps de pleurer en guerre. Malheureusement, non, tu es vrai, t'as pas le temps de pleurer. Ça, c'est des choses. Il faut quand même avoir un peu de lecture derrière soi ou un certain âge pour comprendre. Berserk n'est pas une œuvre à mettre entre les mains de n'importe qui. Bon, chef, à 13 ans, il avait déjà tout lu, mais bon, ce n'était pas n'importe qui à 13 ans, il faut déjà le savoir. Hein. Il était déjà éveillé au 7e sens. Il avait de quoi avoir son esprit critique, justement. Berserk, c'est aussi un dessin somptueux. Miura est un génie
pur et dur du dessin. Ces planches sont magnifiques et notamment dans les 2 derniers volumes, on peut dire qu'il se l'est un peu donné hein, avec des doubles pages gigantesques et une mise en place absolument folle de l'ensemble du projet ambitieux de Griffith. On voit cette double planche absolument somptueuse où Guts fait équipe hein, pour fendre son ennemi, traverser d'ailleurs la terre. Je sais pas comment il arrive ici. Bon, il a le buff de l'armure quand même qui est assez puissant. On rappelle qu'il lui manque un œil et un bras à cet homme hein, quand même au bout d'un moment. Le dessin, c'est quand même aussi une accroche de ouf. Enfin, tu peux montrer quelques planches là, c'est ça du volume 41, juste comme ça. Enfin, ces doubles planches là. Moi, c'est des pépites. Hein. Sincèrement, j'ai rarement passé autant de temps sur une double page que sur un manga tout court. Que dans Berserk. Ouais, ou dans un manga, c'est vrai, dans un manga tome, c'est 1 heure. Hein, c'est incroyable de sa fourmille de détails. Comment on en arrive à un tel niveau de dessin? Je me retourne vers toi, chef, parce que tu es justement dessinateur, toi aussi. Alors, il était déjà doué étant enfant, mais là, c'est un truc de malade. C'est quoi la question du coup? Comment est-ce qu'on en arrive à ce niveau-là? Alors là, Ah voilà, hop là. Voilà. Alors, en fait, je trouve que Miura, si j'ai bien compris le personnage, il a une approche très BD de la BD, j'allais dire, mais du manga. C'est-à-dire que le manga de base, c'est censé se faire super vite. Ouais, c'est vrai. Il y a la technique du dessin manga, c'est des raccourcis. Et Miura n'utilise pas de raccourcis. C'est-à-dire s'il doit dessiner un mur de briques, il va dessiner chaque brique. Il va dessiner chaque fêlure. S'il doit dessiner un arbre, il va dessiner chaque feuille. Il va vraiment jouer sur... et c'est ce qui fait aussi que l'univers est si fascinant, c'est qu'on a l'impression presque de le toucher avec les yeux. Il y a énormément de textures, de détails, de drapés, de tout ce que tu veux en fait. Et il pousse le détail à fond, même dans les armures. On pourrait juste faire des armures à la Saint Seiya où tu penses que c'est pas forcément pratique, c'est joli, mais c'est pas méga pratique. C'est vrai. Là, les armures, elles sont vraiment pensées pour aller, si un mec rentre dedans, il faut que ça marche. Il y a un détail, il y a un niveau de recherche qui est vraiment... Donc c'est pour ça qu'on a eu très peu de tomes finalement, parce que le manga il existe depuis quoi, 35 ans, un truc comme ça? Ouais, 89. 89, ça fait combien de temps? Je suis nul en maths. Ça fait plus de 30 ans. Ouais. Il n'y a que 41 tomes. 33 ans. 33 ans, donc il n'y a que 41 tomes. Ça prouve que le gars met quand même énormément de temps sur ses planches, et depuis qu'il est passé au numérique il y a quelques années, il passe encore plus de temps, alors qu'on aurait tendance à penser que le numérique ça fait gagner du temps. Bah non. Et en fait pas du tout, parce que maintenant il peut zoomer à volonté, rajouter plus de détails. Les doubles planches où il fait découvrir Falconia, on peut zoomer sur n'importe quoi, on peut venir limite voir les numéros de rue, bon j'exagère. Mais c'est vraiment très il aurait pu se contenter de faire des blocs informes et d'utiliser des raccourcis. C'est clair. Non, t'as l'impression que chaque bâtiment a été conçu individuellement et posé là. Et qu'il a tout texturé et tout. Il y a un perfectionnisme. Donc il y a vraiment un sens du détail incroyable. J'ai rarement vu un manga aussi détaillé. C'est rare d'avoir une œuvre qui puisse continuer comme ça avec une parution. Au début, Berserk, c'était en parution quand même soutenue. Il y avait un besoin d'avoir un chapitre tous les temps. Où il a toujours été libre comme ça, Miura, de faire ce Aucune idée là pour le coup. Je savais pas. Là, tu te souviens? En fait, en tout cas, il a eu à un certain moment où ça... Parce que normalement, c'était mensuel. Mais à un certain moment où ça a vraiment fonctionné, il a pu se permettre, comme d'autres mangaka, de prendre du temps. Le chef a très bien parlé de la transition à la palette graphique. Ouais. C'est à partir du volume 34 et ça a pris du temps. Donc il a mis du temps, ouais. il a mis le manga en pause, le temps d'arriver à maîtriser cette nouvelle technique de faire du dessin. Et en fait, c'est très simple. On est quand même dans un monde marchand, surtout au Japon, sur les mangas. Quand un Berserk sortait, ça cartonnait en vente, limite on en vendait le double. Donc du coup, il n'y a pas de problème, on peut laisser du temps à l'auteur, même s'il fait partie des rares à avoir eu cette opportunité de pouvoir prendre le temps. Moi, je suis admiratif quand même du fait qu'il ait pris... Parce que c'est rare, quand on a l'habitude de faire un truc, on voit Ichiro Oda, il n'est pas passé à la tablette graphique, il est toujours en train de gratter son papier. Quand on a pris l'habitude d'un truc, c'est rare de voir des auteurs qui, au cours d'une série, durant une série en cours de parution, se disent « Ok, là maintenant, il faut que je change, que je passe à la tablette graphique, que j'utilise les technologies de mon temps, que je me reforme à tout ça, alors que ça fait 30 ans que je dessine d'une certaine façon. C'est un truc de ouf. » Et puis la qualité des assistants, Aussi. Parce que quand même, si Berserk continue, c'est grâce aux assistants de Miura qui ont repris, et je pense dans une envie de rendre hommage au maître, et de continuer jusqu'au bout. Et quand on voit les nouveaux chapitres qui sont sortis,
c'est vrai que c'est assez bluffant de voir le niveau des assistants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Miura qui est très fort, c'est-à-dire que tout le monde autour est très fort. Ouais, il y a eu un héritage de toute façon, à mon avis. Ça, le numérique a dû beaucoup aider aussi à former, à essayer de reproduire un peu à la fois le style, mais la volonté de tout ça. On va parler un peu justement de l'après, hein, justement, et de cette reprise de Berserk par les assistants. Mais avant, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de l'héritage de Berserk, parce que Berserk, on a parlé des inspirations de Berserk, mais Berserk est une œuvre qui a inspiré énormément d'autres œuvres. Après lui, finalement, c'est une œuvre un peu fondatrice. Vous avez 35 ans de Berserk, 34 ans de Berserk. Quelle est, à votre avis, l'œuvre qui a le plus pris, les plus inspiré de Berserk dans le monde du manga? Est-ce qu'il y a un manga qui s'est un peu inspiré de Berserk? Peut-être pour toi, ça, comme question, chef, qui... Il faut 2 minutes pour réfléchir quand même. Ouais. Alors, en vrai, moi, j'en connais un. Ouais, Lloyd. Il me l'a dit quand je l'avais interviewé. C'est Yuki Tabata. Ok. Donc, qui... Black Clover Graphiquement, ouais. Graphiquement, ouais. Il le dit, d'ailleurs, il le dit qu'en fait, il voulait faire du Berserk en version shonen. Ok. Donc, pour Black Clover. Et en fait, il a toujours dit que c'était une source d'inspiration, que ce soit pour les personnages, pour le scénario. Let's go. Et même quand j'ai eu la chance d'aller dans son studio. Et en fait, il nous a montré tous les volumes de Berserk avec ses assistants. Et donc, ils y allaient. Ils regardaient régulièrement en fait, des pages pour voir mais comment ferait Miura. Donc, ce manga-là, en tout cas, l'auteur dit que c'est un disciple direct. Ah ouais. Graphiquement. Ah ouais. Graphiquement, oui. Ouais. C'est, En vrai, terrible. tu peux regarder au niveau des mangas, le registre du bestiaire, tu prends Bleach, même Jujutsu Kaisen, des fois je trouve qu'il y a une inspiration, même si évidemment graphiquement c'est pas la même chose. Mais je pense qu'en fait, surtout dans Berserk, c'est le registre du bestiaire qui a énormément inspiré. Après, on peut vraiment étendre aux jeux vidéo aussi. Mais dans le manga, pour moi, quand je vois des Bleach et Jujutsu Kaisen avec des monstres, tu sais, un peu dégueux qui partent dans tous les sens, où finalement il n'y a pas de limite dans leur design, ça me fait penser un peu à Berserk. J'avoue, peu de symétrie, etc. Si j'en ai trouvé un. Vas-y. Mais c'est plus dans les thèmes. Ouais. C'est pas vraiment dans l'univers. Ouais. Je dirais peut-être Vinland Saga, mais je sais pas du tout si ça fait partie des références. Ah ouais. Mais déjà le style de dessin est pas très éloigné. C'est vrai. Et il y a ce côté très documenté, très détaillé, et le thème est le même, pas traité pareil. Parce que le personnage de Thorfinn, il a un cheminement à la Guts. Oui. Un petit peu. Et son rival, Knut, ou Canut, je sais pas comment on dit, c'est un peu un Griffiths. Oui, de ouf. De ouf. Donc je dirais Vinland Saga, même si c'est très différent, mais dans l'esprit. C'est avec des vikings, pour ceux qui connaissent pas. Ouais. C'est vachement bien. Lisez Vinland Saga d'ailleurs. Prochain menu manga. Je tease. Ça n'est malheureusement pas publié par Glénat, on s'en excuse, mais on peut pas tout publier ici. Cela dit, jeux vidéo, on en a parlé, film peut-être. Jeux vidéo, on parle souvent de la saga Dark Souls comme étant une saga qui s'est énormément inspirée de Berserk. C'est réel, hein, on peut le voir tout le temps. Les armures, l'univers. Quand on fait de la Dark Fantasy, c'est difficile de s'éloigner un peu de l'univers de Berserk, c'est ça? Bah, en vrai, Dark Souls, quand tu prends tous les Dark Souls, que ce soit Dark Souls, Bloodborne, même plus récemment Elden Ring, tu prends l'arbre monde Elden Ring, c'est clairement l'arbre monde qu'il y a dans Berserk. Il y a un peu copier-coller, ouais. Ouais, mais en fait, ils le disent eux-mêmes, hein, on est fan, donc on reprend. Il y a carrément l'armure de Guts que tu peux prendre. Il y a un personnage dans Elden Ring qui est un espèce de loup, d'homme loup, un peu homme chien, avec une armure qui va te passer son armure, qui est un peu un chevalier solitaire. Donc il y a beaucoup de refs. Et même dans Dark Souls, t'as un personnage c'est Guts. Clairement. T'as pas mal de petits mausolées aussi dans Elden Ring, dans pas mal de maps, où t'as des énormes épées posées partout, un peu à la Rickert qui a fait l'espèce de cimetière pour la troupe du Faucon, et une énorme épée au milieu en général qui ressemble à celle de Guts. Et t'en as partout sur la map comme ça. Et moi en général, je me balade toujours et je me pose comme ça et je lis. Et c'est un peu un endroit où t'es tranquille en général et tu te poses et tu fais. Ouais, il kiffe bien Berserk quand même. Miyazaki, il a kiffé évidemment tout ça. Peut-être ciné, série, inspiration de Berserk, y en a ou pas, Lloyd? Dans les séries? Ouais. Bonne question. En tout cas, ce qui est assez fascinant, on a parlé des Dark Souls, c'est à quel point le Japon, alors qu'on ne s'était pas du tout gagné, est devenu le pays de la Dark Fantasy. C'est ça, c'est un truc de ouf. Parce que si on regarde... bon, désolé, hein, c'est la partie un peu histoire de la fantasy. Ah bah t'excuses pas, hein. C'est... la fantasy, ça commence en Angleterre au milieu du 19e siècle anglais.
Ça traverse aux États-Unis avec Lovecraft, avec Howard, avec Conan. Donc c'est le moment, c'est lu dans des War Tales, donc c'est des novellas qui sont lus. Et puis il faut attendre Le Seigneur des Anneaux en 1954 pour commencer à voir ce que va devenir la fantasy. Et en fait, dans les années 70-80, c'est le moment où la dark fantasy va arriver avec différentes œuvres. Elric, le Nécromancien, qui fait beaucoup penser à Griffith, donc de Michael Moorcock. Il y a eu Donjons et Dragons qui arrive juste avant, et qui va apporter quelque chose, donc le Sword and Sorcery. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Warhammer, dans les années 80, et en gros, le Japon va commencer à faire de la fantasy réellement dans les années 80 grâce aux jeux vidéo. Oui, c'est vrai. Avec Dragon Quest avec notamment. Final Fantasy. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fin des années 80, il y a trois œuvres un peu importantes pour la fantasy japonaise. Il y a Bastard, vieux manga publié chez Glénat, à l'ancienne, qui commence en 88. Cité par le chat, en effet. Il y a Berserk, et puis il y a... Alors à l'époque, on disait Fly, mais c'est la quête de Dai de Dragon Quest, qui commence la même année, en fait, 89. Et après, le Japon va progressivement devenir un grand pays de fantasy via les mangas et via les jeux vidéo. Et en fait, la dark fantasy, qui est un sous-genre de la fantasy, qui est popularisé grâce à Elric le Nécromancien, la Compagnie Noire, David Gemmell, Légende, va devenir très populaire. Et maintenant, quand on voit ce que fait Elden Ring, quand on voit ce que fait Dark Souls et ce qu'on voit ce que fait Miura, on se dit que le Japon, qui est pourtant pas un pays de la fantasy ni de la SF, d'un point de vue littéraire, grâce aux mangas et aux jeux vidéo, est devenu des pays puissants sur ces genres-là. C'est vraiment ouf de voir l'impact qu'a eu juste quelques œuvres. Mais tu vois, t'en cites pas mal. Il y a Clémore. Clémore, bien entendu aussi. C'était Clémore qui, en général, c'est vrai que quand quelqu'un dit j'ai aimé Berserk, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Une version féminine, Clémore. Voilà. C'est vrai que c'est un peu le Berserk au fini de main. Ouais, c'est ça. Quelque part. Mais bien, ça fait pas tant de mangas que ça qui se sont comme ça imprégnés de Berserk. Si bien qu'on sent que Berserk, évidemment, une œuvre tellement fondamentale que la copier ou s'en inspirer, ça semble quand même relativement difficile. On aurait pu penser, parce que tu vois des copies de Dragon Ball, excusez-moi, il y en a un demi-million, tu vois, un demi-million. T'as l'éditeur derrière qui dit on va faire la même parce que ça marche. C'est ça, des copies de Berserk. Alors peut-être que ma culture manga n'est pas assez grande, mais qui fonctionne autant, il n'y en a pas tant que ça. En fait, on est aussi bloqué par le système japonais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très très concurrentiel le monde du manga au Japon. C'est vrai. Tu prépublies toutes les semaines ou tous les mois dans un magazine, et en fonction des notes de tes lecteurs, tu vas survivre ou pas, quoi. Quel enfer. Et c'est vrai que sur ce segment-là, c'est compliqué. Parce que quand il y a déjà Berserk, quand il y a déjà d'autres œuvres qui cartonnent, c'est pas évident d'aller les chercher, quoi. Chef, tu penses que c'est impossible d'aller chercher un Berserk Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle par un Berserk. Ouais. En fait, parce que pour moi, Vinland Saga, c'est un Berserk, alors que c'est pas de la Dark Fantasy du tout. J'avoue. Si on parle d'une œuvre Dark Fantasy du level de Berserk, effectivement, là, je sais pas. Après, j'ai envie de dire un peu genre Blade, tout ça, même si c'est très différent, mais il y a un délire un peu radical aussi. Donc c'est difficile. Même dire un Dragon Ball, c'est dur, parce que One Piece, c'est un Dragon Ball, je crois pas. Un peu Par quand exemple, même Naruto, c'est pas un Dragon Ball. Oh, 100%. En vrai, je suis pas trop d'accord, mais c'est abstrait pour moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que après, on peut prendre le registre du shonen, tu vois, classique. C'est vrai que peut-être que Dragon Ball s'en éloigne au bout d'un moment. C'est peut-être aussi ça. Après, la Dark Fantasy, c'est pas si mainstream que ça, en fait. Ça reste de la niche. C'est clair. Surtout en manga, ça reste un truc assez de niche, quand même. C'est dur à maîtriser. Je suis pas sûr que quelqu'un est capable d'en citer 10, quoi. Ouais. Et ils doivent exister, mais je serais pas capable. Alors qu'en littérature, science-fiction, fantasy, c'est possible. En fantasy, il y a des œuvres de dark fantasy, même si en fait c'est moins à la mode qu'avant. En fait, on voit tous les genres sont aussi très générationnels. Je prends un exemple sur la science-fiction, le cyberpunk par exemple, c'est le genre mythique des années 80 jusqu'à Matrix en 99. Après, c'est terminé. Donc il y a aussi des effets de mode. La fantasy, dark fantasy, c'était à la mode pour répondre à Tolkien. Parce que dans les années 50-60, il n'y a que Tolkien en fait. Maintenant, quand on voit ce qui se passe avec des séries comme Game of Thrones qui prennent des choses de la dark fantasy, du côté très sombre, du côté manipulation, complot. De toute façon, une œuvre de dark fantasy, c'est simple, c'est de la violence,
des héros sombres et de la magie noire. Voilà, c'est les trois. C'est ce qui caractérise Il une n'y a pas œuvre de place de à la Dark Fantasy. lumière, hein, c'est terminé Il tout n'y a ça. pas de place à la lumière. Ah, c'est dur, hein, c'est vraiment très très dur. Hein. Le monde terrible, qu'on voit à quel point c'est difficile en tout cas de se faire une place face à Berserk. Et justement, on va voir, après que la disparition de Miura, malheureusement, ses assistants ont décidé de reprendre le travail. Alors je sais pas si on a le fin mot de cette histoire. Qui finalement a décidé un peu de la continuité? Est-ce que c'est un dernier message de Miura qui a une volonté propre de continuer l'œuvre? Est-ce que c'est la volonté des assistants qui ont été formés à la base pour ça? Ça semble être une évidence. Est-ce que c'est une volonté éditoriale? On ne peut pas s'asseoir sur le soldat Berserk. À votre avis, qui a pesé le plus sur la balance, Soso? Moi, je pense qu'il y avait les éditeurs qui étaient un peu en mode est-ce qu'on est prêt? Après, on sait pas trop moi personnellement, je sais pas trop c'est quoi le fin fond de l'histoire. Parce qu'il y a Mais je crois que personne ne sait vraiment. aucune info entre Ouais. guillemets. On nous dit attendez. Déjà même sa mort a été annoncée tardivement parce que c'était un souhait de la famille. Je pense qu'il y a aussi la famille derrière. Il y a les souhaits de Miura. Je pense qu'il y a tout un travail derrière aussi. Est-ce qu'on est prêt à relancer le manga sans Miura? Qu'est-ce que ça va donner? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on écoute beaucoup aussi ce qui se dit sur les réseaux, par rapport aux fans. Il y a beaucoup qui étaient en mode très réticents. Après, moi, je pense que vu comme on le dit, les assistants, il y en a. C'est pas un mangaka qui a 50 000 assistants, il en avait que quelques-uns et ils étaient très bien formés et très proches de lui. Et je pense qu'il y a tout un travail derrière sur peut-être. Ce qui a mis du temps aussi, c'est de voir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on est prêt à le faire ou pas? Moi, j'ai l'impression que c'est pas mal les assistants qui ont appuyé et un travail peut-être avec l'éditeur. Je pense que c'est un travail de groupe en vrai. Astérix a continué sans Uderzo, hein, quelque part. Est-ce que Berserk peut continuer sans Miura, chef? Déjà, j'aimerais savoir s'il y a déjà eu un précédent dans le manga. Alors ça, j'ai déjà fait une vidéo à l'époque, abonnez-vous à ma chaîne, sur les mangas qui verront pas de fin parce que les auteurs étaient morts et qui n'ont jamais été remplacés. Ouais. Donc moi je pense que le Japon a quand même ce respect de l'auteur de base. En tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Après, peut-être que je dis de la merde, c'est possible. Est-ce qu'on Mais peut, je est-ce pense qu'on que ça peut devait être la volonté de Miura. En tout cas, je l'espère que c'était la volonté de Miura, parce que si c'est vraiment une ambition mercantile, je trouve ça pas ouf. On a vu des mangas, alors il n'est pas décédé, mais Dragon Ball a connu une suite malgré le fait que Toriyama soit pas décédé. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas Toriyama pareil. qui dessine On sait que c'est la pour suite. vendre des figurines. C'est pas pareil. On sait très bien. On s'en fout, c'est pas grave. Ne sois pas mauvaise langue. Ça a été le cas d'ailleurs, en effet, de beaucoup de shonen. Mais c'est vrai, je sais pas s'il y a un précédent comme ça. En tout cas, en roman, il y a En des roman précédents, notamment dans la Dune. fantasy. Il y a Dune, alors ça a été repris par le fils, mais il y a surtout La Roue du Temps, qui n'avait La pas été Roue du terminée Temps, tout à fait, l'époque, c'est vrai. et qui a été repris, je crois, c'était Brandon Sanderson d'après mes souvenirs. Et pareil, si George R. Martin meurt, c'est Brandon Sanderson qui, je crois, doit reprendre la fin. Sérieux? Et c'est déjà planifié plus ou moins. Donc, en tout cas, en littérature, pour des grandes sagas comme ça, en fantasy, ça s'est déjà vu. Ça veut dire qu'on aura vraiment la suite de Game of Thrones alors Quoi au qu'il décès arrive. de Martin. Quoi c'est qu'il ça? arrive. Normalement, D'accord. c'est écrit, la fin est écrite et il a déjà donné des consignes Ouais, pour le voilà. successeur. Ça avait Ah déjà ouais. été. Il y a une succession, c'est pas après la mort, qu'est-ce qu'on fait? C'était prévu en amont. Donc c'est pour ça que je pense que c'est prévu en amont qu'ils prennent la suite. De toute façon, il y avait du Ranky qui était en train de. Oui, Chez Glénat, très bien d'ailleurs, qui était en train d'être fait. Je pense qu'il est préparé par rapport à ça, je pense. Enfin, j'espère. Enfin, j'imagine, pardon. Eiichiro Oda, on peut revenir sur lui, mais a normalement donné la fin du récit de One Piece à son éditeur aussi, pour qu'il puisse éventuellement continuer l'histoire. Ah bon, c'est vrai ça? Ouais, enfin D'accord. une vraie légende comme quoi c'est vrai que la fin est écrite, la fin est connue et que quoi qu'il arrive, alors elle aura peut-être lieu peut-être plus rapidement que Oda qui aime s'étaler, mais quoi qu'il arrive, on aura la fin de One Piece. Est-ce que pour vous c'est une bonne ou mauvaise chose? Alors on a eu le premier chapitre de Berserk, on va dire sous les assistants de Kentaro Miura. À votre avis, cette œuvre devait-elle continuer ou ne devait-elle pas continuer à la mort de Miura? Je vois ton joli sourire, Pour Soso. moi c'est controversé quand je dis ça, mais pour moi, non. Ah, pour toi? Non, non, mais pourquoi ce serait controversé? T'as sûrement des Parce que je arguments me suis derrière. fait insulter, réseaux sociaux, ici, personne ne- abonnez-vous à ma chaîne. Personne ne t'insultera et on s'abonnera à ta chaîne. Non, non, Tant- mais vous pouvez insulter, y a pas de problème. Bah parce que c'est plus le Berserk de Miura. En fait, Guts, Berserk, c'est pas Batman. Ah, C'est-à-dire qu'il est pas reboot tous les 5 ans. Il n'y a pas C'est vrai. 150 auteurs dessus. Aujourd'hui, Batman, c'est plus un concept
qu'un vrai personnage. C'est vrai. Donc c'est pas gênant. Si demain moi je peux écrire une histoire de Batman, on s'en fout, ça sera quand même Batman. Parce que Mais c'est comme vas-y, écrire hein, une te jette histoire- pas d'ailleurs. C'est comme écrire une histoire de Robin des Bois, c'est abstrait. Alors que pour moi, Berserk, c'est une œuvre d'auteur. C'est un mec qui a littéralement dédié sa vie à cette œuvre-là. Donc à partir du moment où c'est plus lui qui l'écrit, même si c'est génial, ce sera jamais le Berserk de Miura. D'ailleurs, c'est que ce magnifique tome est vendu. Le dernier tome de Miura. Oui. Ça veut dire que ce qu'il y aura après ne sera plus Miura. Donc si c'est plus Miura, est-ce que c'est toujours Berserk? C'est la question. Je comprends l'argument Soso. Moi j'étais pour. Après, je suis du genre positive. Pour l'exemple de Batman, ils n'ont pas tous travaillé ensemble pendant des années, tu vois. Après, c'est ce que je me dis. Je me dis, il y a des assistants. C'était des gens très proches de Miura. C'était limite un travail entre guillemets d'équipe. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a construit, c'était avec eux. Donc ils savent, je pense qu'ils savent où ils vont en fait. Ils savent au plus proche de Miura. Et tant qu'à avoir une suite, si on a la suite leur plaît pas, dites-vous que ça, bah, c'est la fin et contentez-vous de ça et imaginez ce qu'il aurait pu faire. Et moi, je me dis, je respecte le travail des assistants qui ont été avec lui pendant des années. Et moi, de toute façon, j'ai envie de voir où ça peut aller. Et je me dis, c'est quand même les assistants les plus proches de Miura. Genre, ils étaient avec lui, ils savent où ils vont. Je pense qu'il leur a dit, tu vois. Donc, moi, je suis prête à voir ce qui va être fait. Oui, c'est sûr, c'est pas Miura. Mais je prends. Moi, je dis c'est une bonne nouvelle. Après, il y a cette culture de la transmission, hein, de l'héritage au Japon, c'est japonais, les artisans qui ouais. transmettent à l'élève, ensuite après qui continue. Et c'est vrai que peut-être, même si tu n'as pas un sabre forgé par le forgeron de Musashi, peut-être tu as le sabre forgé par le petit-fils du forgeron et qu'il a la qualité quasiment identique parce que le savoir est là. Après, là on parle d'œuvres, d'idées, et c'est vrai que qui peut être, tu peux former n'importe qui, il peut pas vraiment avoir les mêmes idées que toi et les mêmes propos dans le récit. Lloyd, quel était ton avis quant à la suite de Berserk, toi? Alors, il y a le côté hommage qui, en termes de storytelling et je pense de sincérité, est magnifique parce que voilà, les disciples veulent rendre hommage au maître et prolonger le travail de Miura. Donc ça, à ce niveau-là, c'est difficilement attaquable parce que ils sont dans la continuité. Après, tout dépendra de comment va finir et comment va continuer Berserk. Ça veut dire que si on a un espèce de retournement de situation comme propose le chef, entre guillemets, qui est de dire, imaginons, Casca va vers Griffiths. C'est ce qui va arriver. Je pense que la moitié des lecteurs vont peut-être un peu faire la gueule. Donc pour l'instant, ça va. Vrai, ça, à mon avis, c'est quelque chose qui aurait été décidé avant. Pour l'instant, ça va parce que le monde est beau, le monde est gentil, on est dans l'hommage, mais qu'on aura des vrais choix narratifs. C'est là où on va commencer à avoir peut-être les fans qui vont être un petit peu déçus. Alors peut-être, ils nous le diront sûrement, peut-être ça a été déjà écrit, à la fin qui a déjà été écrit, ce qu'on espère. Un événement aussi important, la décision de Casca, je ne la vois pas déjà décidée, enfin c'est pas possible. T'imagines, le mec ça fait 35 ans qu'il travaille sur son manga, c'est lent. Hein. Tu penses pas qu'il a le temps de penser au moment où il gratte à ce qu'il veut faire de son perso? Ah oui, non mais... Pour moi, c'est ce qui va arriver, je maintiens. Et puis, ce qu'on oublie aussi, c'est quand même l'importance des Tento, donc des éditeurs japonais, qui sont pas du tout des éditeurs, qui sont un peu comme des éditeurs à la française, mais beaucoup plus proches d'une œuvre. Ils suivent l'œuvre de A à Z, ils peuvent même changer le scénario ou proposer des solutions narratives. Donc il y a tout un travail narratif qui est fait par les Tento. Et il faut voir aussi comment le Tento de Miura a travaillé avec lui ensemble. Et est-ce qu'ils n'avaient pas déjà prévu ensemble des alternatives. Donc pour l'instant, ça va, mais moi j'attends de voir qu'on va avoir de vrais choix narratifs. Là, je pense que sur Twitter, ça va saigner. J'avoue, est-ce que la ça dernière... saigne toujours sur Twitter de toute façon. Est-ce que la dernière forme de sel était un choix de Toriyama? Est-ce que l'arc-bout était son choix? Le respect de l'auteur, tout ça, où doit-on s'arrêter? C'est évidemment une question très importante. Voilà, donc pour vous, c'est mitigé. On a ici certains qui auraient voulu que ça s'arrête. Alors quoi? T'as lu le volume par... Pas que j'ai voulu que ça s'arrête, c'est que... T'as lu le volume 41? Oui. Le truc, j'ai l'impression que c'est... Berserk s'arrête mieux sur le volume 40 que sur le volume 41 pour moi. C'est ça qui est un peu bizarre, je trouve. Ouais, non, moi la fin comme ça. Il y avait un peu de frustration, mais en fait, je préfère la possibilité d'un truc magnifique plutôt que la certitude d'un truc décevant. En fait, c'est pour ça que moi je voulais pas forcément. Je vais la lire la suite. Mais tu n'as pas la certitude que ce soit décevant. Non, on peut jamais l'avoir, mais c'est possible. Voir si on m'avait dit Dragon Ball Super, ça allait être ça. J'aurais dit, non, c'est bien, on s'arrête au tome 42, on est bien, tu vois. Ça va pas la tête, incroyable. Voilà. Franchement, Gohan Blanco, comment tu peux renier Gohan Blanco? Ça n'est pas possible, absolument pas possible. Ouais, t'aurais trouvé que ça aurait fait une belle fin, Soso, ce volume 41, si ça avait été ça?
Non, Ça va pas- catastrophique. mais ça va pas la tête. Catastrophique, d'accord. Mais j'ai jamais vu une fin aussi horrible. Non, bah non. Et c'est carrément un plot twist qui arrive à ce moment-là, donc non. Là, moi, je suis C'est un pour ça que peu c'était en- génial en fait. Oui, mais non, mais non, mais non, C'était mais non, beau, mais non, il y parce que avait t'es là en plus qu'à mode. imaginer, et puis Plot voilà. twist, fin. Super, non, bah non, du coup, non. Ah si, si. Non. Moi, je dis non. Moi, en tout cas, je peux pas rester là-dessus. On va juste- Moi, je lis le 41, c'est mort. Parce que tu consommes Berserk, tu le vis pas. C'est faux. Moi je l'ai vécu. Tu arrêtes. En même temps, la dernière page est quand même sublime. Oui. Oui, c'est vrai. Donc c'est aussi la dernière page avec la larme de Griffith, c'est magnifique quand même. Donc finir comme ça, c'est quand même très beau aussi. D'ailleurs, qui appuie une révélation, qui appuie ma théorie de ce qui va se passer. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, alors justement, on y Je va. peux spoil ou pas? Que va-t-il... Oui, en effet. Allez, je vais spoiler. comme un Que bâtard. va-t-il se passer selon vous dans la suite de Berserk? On approche plutôt de la fin, dénouement final. Les personnages sont en pleine possession de leurs moyens. Bon, il y a des personnages un peu qui se sont greffés à tout ça. Griffith est installé dans son château. Guts est à l'autre bout du monde et compte pâquerette. Casca est éveillé. Que va-t-il se passer? Doit-on se foutre sur la gueule? Doit-on partir au pays des rêves? Alors, ma Chef. théorie personnelle. Alors, comment est construit Berserk? Alors, c'est une interprétation personnelle. En fait, chaque phase de Berserk, où il y a des gros moments importants, ça répond à la question c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est vrai, c'est vrai. Depuis Et ça, très à chaque longtemps. fois, ça suit un truc bien. Genre, quand il était petit, il était adopté par le camp des mercenaires et ça commence à devenir un vrai guerrier. C'est quoi le pire truc qui peut arriver? Que son père le vende pour qu'il se fasse violer et qu'il essaye de le buter. Après, il rencontre la brigade du Faucon. C'est quoi le pire qui peut arriver? Qu'il se dispute avec Griffith. Il va le sauver, tout va bien. C'est quoi le pire qui peut arriver? Il y a l'éclipse. Ah, et Là, tout va un peu trop bien. Casca est revenu. c'est C'est vrai. quoi le pire qui peut arriver? C'est que Casca choisisse Griffith. Et pourquoi je choisirais Griffith? Parce que comme je l'ai dit, déjà il représente un beau mensonge alors que Guts la ramène à la terrible réalité de ce qu'elle a vécu. Et Griffith s'est incarné dans le corps de l'enfant qu'elle a eu avec Guts. C'est vrai, c'est vrai. Donc elle choisit pas tant Griffith que son enfant. Parce que le but de Guts c'est de buter Griffith. Donc de buter leur enfant. Donc Casca va suivre Griffith. Oh là là, ouais, Voilà, c'est une terrible, théorie. suivre- Enregistrer ce passage si ça arrive que je devienne l'oracle ultime pour l'univers. Allez, let's go. Parce que c'est ce qui va arriver. C'est le pire qui puisse arriver au personnage de Guts. Ça n'est cela dit pas un dénouement, parce qu'une fois que Casca aura rejoint Griffith, il faudra bien qu'il y ait une Bah, réaction après, de la la part de question, Guts. ça va être est-ce qu'il va devenir Berserk, ce qui justifierait le titre, ou est-ce qu'il va abandonner? Parce qu'après, il a plus de raison de se battre en fait. C'est vrai. Ou alors il va buter Casca, et là, ça serait le pire truc. Ah ouais. Et tout s'effondrer. Lloyd, je te vois songeur. Moi j'imagine plutôt une fin douce amère. Douce sa mère. Ouais, comme toutes les grandes sagas de fantasy. Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones. La fin elle est douce amère. Donc elle est pas radicale, elle est entre deux. Et je pense que moi je m'attends. Alors, je suis assez d'accord avec le chef, j'espère que ce sera comme ça parce qu'en termes de retournement narratif ce serait excellent. Mais je m'attends à un affrontement final évidemment obligatoire Guts Griffith. Et pourquoi pas une fin un peu douce amère. Et même si Guts ne survit pas, je trouverais que ce serait intéressant parce que c'est vrai que c'est assez rare les héros qui survivent pas dans les mangas. C'est vrai. Guts doit mourir selon toi? Bah, en tout cas, il doit pas mourir, mais en tout cas, d'un point de vue narratif, ça se tiendrait, puisque c'est une grande tragédie quand même. C'est vrai. Que Berserk après, que ça se termine en douce amère et qu'il survive, moi ça me dérange pas non plus, hein, mais j'aimerais bien être peut-être un peu plus surpris. Ce qui est les 10 derniers volumes de Berserk, je trouve qu'on entre dans quelque chose qui tourne qui ronronne bien, qui est très beau, ça ronronne. Et j'aimerais bien retrouver un peu la surprise et les moments un peu de tressaillement que j'avais quand je tournais une page comme au début. Et j'espère qu'il y aura ça vers la fin. Genre une nouvelle éclipse incroyable. Soso, comment tu vois terminer l'œuvre? Alors, il y a plein de théories. J'avoue que ce que t'as dit, chef, c'était vraiment cool. Enfin, cool, non, pas du tout, mais C'est pas cool ce que tu as dit, mais ça semble C'était- très plausible. Ça semble très plausible. Après, moi, j'ai des espoirs encore sur Casca, sur la possibilité qu'elle ne soit pas juste une abrutie finie à aller vers Griffith, à aller vers cet enfant et qu'elle soit pas continuellement obnubilée par ça. Est-ce que Il n'y a pas une histoire de deuxième enfant, ce petit enfant qui arrête pas de les suivre là, qui est toujours tenu, qui apparaît tel un fantôme quasiment partout là.
Bah c'est ça, Ouais. c'est Griffiths en fait. Ah, Oui, parce que quand on le voit, il fait ses leurs, il y a la pleine lune, il vient de faire ses trucs avec Charlotte et il s'en va. C'est le petit fœtus qui suit Guts depuis le début. Et c'est ça qui est horrible, c'est que cet enfant était très proche de Casca, toujours dans ses bras. Donc c'était une innocence, c'était un amour, mais aussi il était entre guillemets en train limite de sauver Guts. Donc en fait, on voit Griffiths en fait comme s'il n'était pas si méchant que ça, et c'est horrible. C'est horrible parce qu'il joue avec les sentiments des deux. Donc soit Casca, elle pète les plombs et elle meurt. Genre je la vois bien se suicider en fait. Genre Ah ouais. Ouais. En fait quand je la vois. Tout ça pour ça. Soit au bout d'un moment elle va finir par péter les plombs et faire une comment elle s'appelle, Arya Stark et buter Griffiths, mais bon ça m'étonnerait parce que j'ai l'impression que Griffiths est increvable. Soit je la vois complètement péter les plombs soit finir ses jours, ce qui libérerait Guts en fait de Casca, et il pourrait devenir finalement le Skull Knight 2. Parce qu'en fait on a une espèce de flashback de Skull Knight où lui aussi il a une histoire avec une femme. On voit déjà dans les clips que quand il arrive il se bat directement avec celui qui a le cerveau. Et on voit que, à mon avis, c'était lui son ennemi de l'époque. Et je pense que Guts est en phase de devenir ce Skull Knight numéro 2. Et pour qu'il le devienne, je pense qu'il faut qu'il se désolidarise de Casca. Et pour le faire, pour moi, il n'y a que le fait que Casca meure dans cette histoire. Ok, je vois, et ça expliquerait un peu beaucoup sur ce cavalier absolument parce que quand elle voit mystérieux. Guts et qu'elle tombe par terre, c'est insupportable pour elle. Et là, on finit sur le fait qu'elle voit que l'enfant qu'elle chérissait, c'est l'homme qui l'a violée. Ouais. Imaginez pour le trauma. Elle était quand même, quand on est allé dans le monde des rêves la récupérer, c'était une femme brisée en 1000 morceaux. Et là, en fait, on lui a remis un cœur maudit. Mais elle va mal finir, Casca. Soit, c'est pas une surhumaine. Certes, on la voit se battre, elle est de nouveau mais elle a pas le level. Personne n'a le level. Donc moi, j'ai l'impression que psychologiquement, elle va péter les plombs. Psychologiquement péter les plombs, chef, tu penses aussi c'est ça, ou juste elle va revenir naturellement et se battre pour Griffiths? Elle a déjà pété les plombs, je pense qu'elle va choisir son enfant. Ouais, d'accord, elle va choisir son enfant. Même si elle sait qu'elle fait un choix de merde, elle va dire c'est quoi le mieux si je vais être près de mon enfant, c'est d'aller avec Griffiths. Mais alors pourquoi Guts ne peut pas faire ce choix aussi? C'est son enfant après tout. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il pardonne Griffiths. Il peut pas pardonner Griffiths. Ouais, en même temps, c'est difficile. Est-ce qu'on le considère comme étant son enfant? Est-ce qu'on le considère comme étant vraiment Griffiths? Si c'est Griffiths, c'est pas son enfant. L'enfant n'est qu'une enveloppe corporelle. C'est terrible. Apparemment, les deux partagent le même encore. Après, on n'a pas l'explication encore. Ouais, voilà, c'est ça. Elle a pardonné Griffiths, Casca? Hein? Elle a pardonné Griffiths, Casca? Non, c'est rien. Voilà. Mais elle s'en fout de Griffiths, elle voit son enfant. Ouais, mais elle voit son enfant, mais en fait, elle vient de voir que son enfant, c'est Griffiths, c'est l'homme qui l'a violé. Moi, c'est ça en fait. Mais dans son flashback, on voit pas. Y a tous les mauvais trucs, tu sais, quand elle va dans son esprit là. Ouais. Tous les mauvais trucs sont liés à Guts. Mais on voit pas Griffiths. Est-ce qu'il y aurait pas un flashback à un moment où elle le verra? Parce qu'elle a vu Guts, elle a vu judo. Il dit le mot judo, elle voit judo. Elle voit Guts, elle commence à voir une éclipse. Est-ce que quand elle va pas voir Griffiths, justement, peut-être page d'après, flashback, c'est Femto. Genre, c'est lui qui m'a violée. Donc, est-ce que. Enfin, moi, dans la psychologie humaine, je suis désolée, je vois ça, je pense que tu deviens fou. On est d'accord que Casca fait le lien entre Femto et Griffiths, quand même, c'est clair. On sait pas encore. Pour elle, d'accord, très bien. À ce stade-là, on sait pas. C'est compliqué parce qu'évidemment, il y a ces fameux Goden qui sont là. Et il y a la question quand même qui se pose, sincèrement, même avec l'armure du Berserk et même avec sa troupe de joyaux lurons level 90. Des humains ne sont que des humains. Comment peut-on battre un Goden? Ça semble. Ça c'est peut-être déjà produit, hein, puisque finalement ils ont changé, donc ils en ont changé un. Ils en ont changé un. Donc dans les 4, parce qu'on a vu récemment dans le dernier chapitre qu'il y en avait, il y a que Void qui restait. Ouais. Tous les autres c'était des qu'on connaissait pas. Ok, let's go. Peut-il battre un Goden? Vraiment, grosse question ici autour. Lloyd, à ton avis? Bon, ce serait logique après, hein. C'est des choix. De toute façon, il y a un côté où je pense que les créateurs de Berserk, ils voient tout ce qui a été fait depuis le début. Et quand même, plus on avance dans l'œuvre, plus on est dans du gigantisme. Donc plus on a des doubles pages de fous, plus on a des monstres de plus en plus monstrueux, de plus en plus grands. Donc il serait pas étonnant que Guts affronte une espèce de Némésis dans un combat un peu Lovecraftien. Enfin, tout ça, moi, ça me paraît assez logique. De toute façon, il y a une envie quand même d'impressionner. Et c'est pour ça que Berserk fonctionne bien. C'est qu'on est impressionné et c'est pour ça que c'est un manga qu'il faut lire
sur papier, parce qu'on peut vraiment voir Ouais, ça j'avoue. les dessins. Et ce qui est intéressant, c'est cette sortie en grand format, où on peut d'autant plus apprécier les doubles pages qui sont monstrueuses. Donc oui, moi ça me paraît logique que tôt ou tard, tout ce qui n'a pas été fait va être fait à un moment donné, s'ils vont au bout et s'ils arrivent surtout à produire plus rapidement que produisait Miura. Ah ouais. Bah après, pour moi, c'est pas Guts qui pourrait le buter, c'est le fait de devenir Skull Knight. Parce qu'à un moment, il y a la scène où il jette l'épée, il fait ça. En fait, je suis rien sans cette armure. Donc pour moi, le seul moyen qu'il puisse au moins se taper avec un God End, c'est de devenir. Ouais, de s'emparer de l'armure. Lui-même, il le sait, on le voit, il est foutu. À chaque fois, elle le répare, il est dans des états pas possibles. Donc c'est pas possible. Faut qu'il devienne plus que ce qu'il est, plus qu'un homme, faut qu'il devienne limite Oui, un ou démon. alors ça passera pas par le combat forcément. Ah voilà. Parce que à quoi tient le pouvoir de Griffith? C'est en la foi que les gens placent en lui. Si on prouve que c'est un bâtard, peut-être qu'il sera un peu moins fort. J'avoue, tu crois est-ce que le peuple pourrait se retourner contre lui? Et d'ailleurs, quelle preuve il y a que c'est, entre guillemets, un bâtard? Son peuple, il est bien là, actuellement Les monstres lui obéissent, quoi. Et je pense qu'il y a moyen... Enfin, après là, on part Mais les vraiment monstres dans un peu de la n'attaquent pas branlette, mais... les monstres n'attaquent plus les Vu humains. que... Comment dire? Vu que Griffith a tout pris à Guts, le seul truc que Guts peut enlever à Griffith, bah, c'est son pouvoir, en fait. C'est vrai. Donc ça serait logique qu'il lui enlève plutôt ça, plutôt que simplement partir dans un pugilat avec une super armure et une méga attaque. Ah oui. Je veux dire, on n'est pas dans Saint Seiya, je pense que... Je vois, plus subtil que ça. Je vois ce que tu veux dire. Il va défoncer Zod, sûr. Ah ouais? Je pense qu'il va défoncer Zod, il faut le... Ah, tu veux quand même un petit combat alors? Ah oui, mais il va défoncer Zod. Mais pour c'est des montrer que- bros, ils font team ensemble. Il va défoncer Zod, mais je vois pas la fin... En tout cas, ça sera pas juste une défaite physique. Il faut qu'il y ait un truc derrière. Bah, il le dit lui-même, mais il faut d'abord que j'anéantisse son pouvoir avant de l'attaquer lui. Let's go. Il Quand le je dis sait. son pouvoir, c'est pas enlever ses pouvoirs, c'est le pouvoir. Oui, son ouais, pouvoir, c'est ça, ouais, c'est sa ça. mise en C'est ce que je veux place. Ouais. Faut que c'est la destiture, il faut lui enlever son piédestal, il faut montrer qui il est vraiment. Sauf que, encore une fois, je trouve que Griffith, c'est un personnage controversé. C'est un peu compliqué, je trouve. Parce qu'il y a Femto et il y a Griffith. Et ce qui a été mis en place dans l'éclipse avec Griffith, je veux pas faire l'avocat du diable, mais ce choix-là, est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui l'auraient fait? De sacrifier les autres. Je dis pas de violer Il y a la violer théorie, Cascar. hein, Griffith d'Industrie Wrong, là, comment on dit, je parle pas bien anglais, mais... T'as dit quoi? Il y a la théorie qui dit que Griffith n'a rien fait de mal. Oui. Parce qu'en fait, il y a des passages où la Brigade du Faucon dit on donnera notre vie pour accomplir ton rêve et tout. Bah, mais c'est Oui. ce qu'il a fait. Bah, le C'est un moment. bâtard, hein, mais Oui, techniquement, c'est bâtard de ils avaient ça. dit qu'il le ferait. Il a toujours dit, c'est pas mes amis, ce sont mes nakamas, ce sont mes collègues. Et ils sont déjà morts pour moi. Ils vont à des batailles, ils m'écoutent, on y va, on est en infériorité numérique, ils y vont quand même. Là, en plus, surtout qu'il y avait le Goden qui lui fait l'espèce de flashback, qui lui explique, regarde, t'es sur une montagne de cadavres, Ouais. t'as déjà buté tout ce monde-là. Là, on te demande d'en buter, allez, 1000. En vrai, t'es à ça de toucher ton rêve, t'es devenu une loque. Là, tout ce que t'as bâti, tout ce que t'as fait, avoir couché avec des hommes, des pédophiles, machin, avoir sacrifié tout ça, être arrivé à ça de ton rêve, tu vas le faire, tu vas dire non parce qu'il y a des gens qui sont déjà prêts à mourir pour toi, qu'on va sacrifier maintenant. Donc en fait, il s'est dit, moi en fait, ce moment-là, il est horrible. C'est sûr, c'est pas un grand élan de fraternité, mais il a jamais dit que son but a toujours été avant les autres. Quelle Et il l'a horreur. toujours dit. Malheureusement, mais c'est ça. Il y a Quelle des horreur. gens avec qui j'ai parlé qui m'ont dit, tu te mets à sa place après une année de torture. Il a vécu les pires trucs. Bah, si j'avais son but et son ambition, j'aurais peut-être dit oui. Mais tu subis une année de torture. Juste. On vient te libérer. On est Mais il a plus sauveur. de ligaments, c'est apporte- fini. On apporte un peu de chaleur à ton corps déflétri. Tu es reconnaissant. C'est ça la nature humaine normalement. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas vraiment finalement. Enfin, je pense que chacun a sa réponse à cette question. Mais finalement, c'est quoi la morale de Berserk? Moi, je trouve que c'est une excellente question que Ken a posée tout à l'heure en début d'émission. Ouais. C'est quoi la morale de Berserk? C'est quoi la morale de cette œuvre? C'est pas si évident que ça. Hein, parce que tu as plusieurs degrés de lecture. Et donc, ouais, pour vous, ce serait quoi, vous, la morale de Berserk? Ah, difficile à dire. tu vois, Là aussi, il faut laisser un petit peu de temps. on lit une œuvre, on sait même pas c'est quoi la morale. Parce qu'on sait pas, parce que même d'un point de vue philosophique, il utilise plein de concepts différents. Il parle de causalité, Ouais. en mode Spinoza et tout. Ouais. C'est pas trop ce qu'il veut en fait. T'as Mais, moi je pense que c'est un truc assez pas nihiliste, mais pas loin. En mode la vie c'est de la merde, mais faut y aller quand même. Tu vois. La vie c'est de la merde, mais faut y aller.
une belle Enfin, vision. je résume. Non mais franchement c'est Moi, pour moi, magnifiquement on te met résumé. en place une notion du bien et du mal qui finalement n'a pas vraiment. En fait, j'ai l'impression que la morale dans cette histoire, c'est quand tu te mets à la place de chaque personne, finalement, chaque personne a une histoire et une raison de le faire, même si c'est controversé, même si c'est horrible dans notre éthique. Mais en fait, j'ai l'impression que l'éthique dedans, elle a été balayée. Chacun a son éthique, chacun a ses ambitions. Donc finalement, est-ce que il est en train de montrer que l'ambition, finalement, elle peut tout détruire. Finalement, est-ce que la morale de l'histoire, c'est si ce monde va mal, est-ce que c'est pas juste à cause des buts de chacun et le fait de manquer d'empathie peut-être ou de vision un petit peu plus humaine de la chose. J'avoue. Mais c'est triste et c'est un peu fataliste dans l'histoire. Ouais, après c'est pas une œuvre de la joie absolue, Non. donc ça peut être une bonne idée. La morale dans Berserk, Lloyd. Je pense qu'on a bien vu qu'il y a plusieurs degrés de lecture. Ça peut être très bien le pouvoir de l'amour, en référence à Wonder Woman, parce que Ouais. c'est vrai qu'il y a un côté où finalement, Il y a un côté on voit never give up, voilà, quand même, never give up. Il y a la Ouais. loi du plus fort, Ouais. qui est une vision du monde peut-être un peu plus réactionnaire, mais qui est ça aussi. Voilà la loi du plus fort, survivre. Je pense qu'à la fin, on arrivera sur la vengeance, puisque quand même un des grands axes de Berserk, c'est la vengeance. C'est la revanche de Guts vis-à-vis de Griffiths. Enfin, en tout cas, le manga commence comme ça, avec ce truc de vengeance quand il retrouve Griffiths. Et je pense que dans tous les récits de vengeance, à la fin, il reste plus rien. Et plus récemment, je pense que peut-être vous avez dû jouer à un jeu comme The Last of Us 2, grand jeu. Oh. Et en fait, dans The Last of Us 2, ce qui est passionnant dans ce jeu-là, c'est que c'est un grand jeu de vengeance. Mais à force de voir cette violence, cette ultra-violence, Quel enfer. le joueur est dégoûté. Et je Bah pense oui. que peut-être, on sera peut-être dégoûté en tant que lecteur de Berserk à la fin. On se dira, mais finalement, tout ça pour ça. Donc, il y a encore plusieurs degrés de lecture sur Berserk en termes de morale. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la fin, pour voir jusqu'où ils iront. Ouais. Après, moi, je trouve que c'est un manga sur le fait qu'on est fatigué de se battre. C'est un manga sur un homme qui est épuisé de se battre, épuisé de la vie. Et est-ce que vraiment la vengeance va vraiment lui apporter quelque chose ou pas Ça finalement c'est vrai. Hein. Est-ce que vraiment le fait d'arriver à ça, de se venger de Griffiths, qu'est-ce qui va rester derrière après? Est-ce que c'est pas déjà un homme détruit finalement? Est-ce que la vengeance va vraiment effacer ton passé? C'est un peu classique entre guillemets comme truc. Il y a un adage qui dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir hein, quelque part. C'est une fois que t'es mort que tu peux plus rien reconstruire. Alors je sais, dans le cas de Guts, malheureusement toute sa vie est un désespoir permanent. Mais qui sait, peut-être que de bonnes choses peuvent arriver à la fin. Ouais, mais en plus, c'est vrai que sur les. On va dire, à partir du moment où il a son équipe avec Shirk, on voit une évolution du personnage qui est erré dans les ténèbres ou dans des moments très durs de sa vie. Il y a des petits moments où il est dans une prison et il voit une petite fée. Ces moments de douceur où on voit en fait un aspect de Guts où c'est doux, il peut être doux, il peut apprécier ces moments un peu cute de la vie et avoir comme une forme d'espoir sur le fait que sa vie pourrait être mieux. Et puis le fait qu'il y ait des espèces de quand il se réveille, que Shirk est à côté de lui, il fait merci, je serai pas là sans toi. Il y a des moments où on voit Guts, c'est un peu limite s'adoucir. Plus ça va, plus il a trouvé cette famille. Depuis qu'il a reformé le groupe, très clairement. C'est plus le Guts aussi aigri qu'avant. C'est plus le vieux bougre qui envoie chier tout le monde. Il a un côté très papa hein, envers son équipe. Il vieillit, il y a le petit enfant qui va voir. Bon, après, le problème, c'est que là, encore une fois, avec le tome 41, on arrive, l'enfant qui l'attrape comme ça, où il commence à avoir un petit peu d'affection pour lui, c'est Griffiths. Donc est-ce que ça ne vient pas, encore une fois, tout démolir pour reconstruire une vengeance et lui ramener encore une fois une haine? J'ai l'impression que c'est un cycle éternel, en fait, de haine. Et pourquoi Miura s'amuse à taper sur Guts comme ça tout le temps? Il a pas marre de taper sur son perso. Ça serait pas intéressant sinon, si tout se passerait bien. Alors, il est globalement dit que dans Berserk, tout se passe relativement mal déjà. Hein. Oui. C'est pour ça que je dis un peu de lueur d'espoir de temps en temps. Ça s'appelle Berserk, quoi. Ça s'appelle Berserk, c'est vrai. Hein. Mais pas forcément tout le temps. Oui, aucune fin bonne de toute façon n'est à votre avis envisageable. Il y a toujours la question de Casca ici et de son choix et la question des autres membres de son équipe. À votre avis, dans une vengeance qui est quand même très personnelle, est-ce que l'équipe de Guts va le suivre dans ce qui serait une opération de son suicide complet? Vous pensez qu'ils vont suivre tout ça? Parce que là, leur but est un peu atteint, hein, finalement. Hein.
Ouais, mais Shirk, elle le lâchera pas un peu à l'image de sa maîtresse et du Skull Knight. On n'a encore pas toutes les infos, mais j'ai l'impression qu'elle aussi, elle a été un peu la partenaire de cette personne. Et je pense que Shirk, elle le lâchera jamais. D'accord. Je pense que ce serait elle qui le suivrait et c'est un peu son backup de toute façon pour qu'il garde encore une fois un peu la raison. À voir, parce qu'il y a toujours ce côté magie où elle le protège de l'armure. Donc, s'il devait encore une fois continuer sa vengeance, je pense que ça lui arracherait le cœur de lâcher Guts. L'équipage va-t-il suivre, à ton avis Est-ce que son équipe va le suivre dans sa vengeance Je pense, oui. Ne serait-ce que pour l'empêcher de basculer définitivement du côté obscur. Puis moi, je vois ça un peu comme une espèce de anti-brigade du Faucon, dans le sens où Griffiths avait, comment dire, ils étaient dévoués à Griffiths, mais Griffiths ne leur était pas dévoué. Alors que là, j'ai l'impression que Guts est dévoué à son équipe. C'est vrai. Mais ils sont dévoués à lui aussi. Voilà, il y a une réciprocité qu'il n'y avait pas. Mais une vraie brigade, tout à l'heure, on a parlé vraiment à eux. Casca, mais tu regardes le manga, Griffiths, tu lui donnes même pas l'heure à Casca en fait. Tu vois, alors que Guts, il essaie quand même de prendre soin un peu de tout le monde. Il forme les jeunes. Il s'entraîne un peu avec Serpico qui s'appelle là. Ouais. Le mec, j'ai oublié les noms. Donc je pense qu'ils vont le suivre. Est-ce qu'ils le suivront jusqu'au bout? Je sais pas. À mon avis, il va certainement essayer de s'échapper d'eux à un moment donné pour les protéger. Mais je suis curieux de voir. Je pense qu'ils sont importants. C'est pas juste des persos secondaires comme ça. L'œil, est-ce que tu penses qu'un des sidekicks peut avoir une importance beaucoup plus principale, beaucoup plus fondamentale dans l'œuvre pour la fin du démon de Berserk? Ouais, en tout cas, c'est eux qui apportent l'émotion, clairement, et c'est eux qui apportent le petit plus que n'a pas forcément Guts. Je suis totalement d'accord avec le chef sur la question. On a deux visions en fait politiques du monde. On a la vision la Griffiths qui est le dictateur, le tyran qui est tout seul finalement, et où les autres c'est la fin. Enfin, la fin justifie les moyens et il se sert des autres. Et il y a la vision communautaire de Guts et sa troupe, où tout le monde est plus ou moins égaux, où chacun a le droit de parler. Et en fait, c'est les deux visions politiques qu'on voit. C'est-à-dire que il y a cette espèce d'utopie qui est en train de créer Guts avec son équipe, de monde, de groupe idéal où chacun est au même niveau, et l'utopie qu'essaye de créer Griffiths, d'un truc un peu totalitaire, un peu merveilleux, mais quand même, ça reste un grand tyran qui décide de tout. À votre avis, Berserk en a encore pour combien de temps et combien de volumes de parution? Puisque là, visiblement, c'est décidé. Le manga aura une fin. Le manga continuera via les assistants du studio de Miura. Vous pensez que ça va être encore long? Prends les paris avant ou après One Piece, la fin de Berserk? Après. Après? Ouais. Ils vont prendre leur temps, je pense. Ah ouais, il y en a pour du temps alors. Après ça dépend, One Piece ça finit combien de temps? Ah mais c'est une estimation, on ne sait pas les deux, c'est pour ça que je te dis une estimation pour toi. En vrai c'est difficile à dire parce que moi j'ai une chose qui m'effraie un peu quand j'ai lu les déclarations de Kojimori, c'est ça? Ouais. Qui disait je ferai pas plus, pas moins que ce que Miura m'a dit. Donc j'ai un peu peur du délire, c'est pas tout à fait ça qu'il a dit, c'est un truc dans le genre là. Tu veux dire un peu peur que la suite du récit soit beaucoup plus ellipsée. Rush la fin quoi. J'ai peur qu'on nous raconte ce qui se passe, mais pas qu'on suive les personnages vivre ce qui se passe. Ok, je vois. C'est un peu l'épilogue du Seigneur des Anneaux. Oui. Alors ils sont rentrés, le temps a passé, Sam s'est marié, et puis le temps a passé, ils vont à Avregui. J'ai un peu peur que ça soit ça. Ok. J'espère pas. Mais j'ai un peu peur que ce soit ça. Comme ça, il y a toutes les idées qui seront rentrées, on rajoute rien de plus, et ça serait un moyen de pas trahir, tu vois. Voilà, justement, c'est quoi pour toi la meilleure le moins pire? Ça serait qu'ils continuent à développer, mais avec leurs idées, toute l'histoire de Berserk, ou ça serait qu'ils prennent tout ce qu'ils savent de ce que voulait Miura, et ils rushent la fin, et voilà, vous avez tout ce qui s'est passé, point final, c'est ce qu'ils voulaient. En vrai, on a l'exemple avec Duranki. Ah ouais, Duranki, c'est un premier tome. J'ai lu, j'ai trouvé ça génial, l'univers et tout, incroyable. Et je suis arrivé à la fin, et après on a eu droit à un petit scénario qui n'a rien à voir, si tu veux. Mais j'ai trouvé ça dommage d'avoir la fin juste en scénario, tu vois. Ouais. Limite, j'aurais préféré de pas avoir de suite. Parce que, carrément. Mais j'aime bien l'idée de je peux imaginer ce que je veux en fait. Plutôt que c'est encore une fois, c'est la même chose, c'est plutôt la certitude. Je dessinerai et j'écrirai ma propre fin. Pas forcément, mais le fait de pas savoir, dans un sens, c'est presque plus beau que de savoir et d'être déçu. Je comprends.
Franchement, je trouve. moi je te retrouve parfaitement justement là-dessus. De ton côté, Lloyd, à ton avis, quel serait à ton avis le moins pire? Je pense que comme toutes les bonnes séries, que ce soit en manga ou en série TV, la fin c'est toujours très compliqué de bien finir. Ok. Voilà, malheureusement. Même sur un récit comme Berserk, qui semble quand même assez entre guillemets carré. Ouais, bien sûr, mais on voit qu'on a eu plein d'exemples de grands mangas, de grandes séries où la fin est un peu déceptive. Soit on a une fin ouverte, où on sait pas trop, type Les Sopranos ou autre, où on sait pas trop vers quoi ça va. Soit on a une fin réussie à la Six Feet Under, par exemple, ou The Wire. Mais sinon, en manga même, c'est compliqué. La fin de Naruto, de Bleach, c'est peut-être un peu frustrant. Pareil pour Slam Dunk, moi j'adore ce manga, la fin elle peut être aussi frustrante. Oui, j'avoue. Et on voit à quel point c'est difficile. Pareil Dragon Ball, la fin de Dragon Ball, le dernier volume, ça finit enfin un peu ouvert, donc c'est pas facile de bien terminer. Et ça va être intéressant pour One Piece, justement, parce que quand même il y a une envie de vraiment réussir la fin. Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont faire pour bien gérer une fin, parce que le dernier chapitre, c'est toujours un peu frustrant. Ouais, bah ça c'est sûr, il y a quelque chose qui se termine. Tu voulais L'exemple réagir de par rapport à ça? Naruto, c'est un très bon exemple. Pourquoi la fin de Naruto elle est un peu frustrante? Parce que le plus grand accomplissement de Naruto s'est fait hors champ. Oui, On l'a pas vu devenir Hokage. tout à fait. Et là, si on fait pareil avec Berserk et qu'on nous dit en fait il est allé tuer Griffiths, bah merde, ça fait 15 ans qu'on suit le truc, montre-le nous quoi. Ouais, bah c'est bon, il a battu le grand méchant Voilà, qui j'ai vient un de la peu lune peur de de mes ça. trucs, donc c'est bon, il est au J'ai un peu Kage, peur au de final. Ouais, tu voulais quoi? Tu voulais qu'on écrive les élections et tout, à la qu'on limite, voit les gens aller ouais, voter aux urnes? Au moins qu'on ait le moment où il est déclaré Hokage, tu vois. Ouais, j'avoue. Là, c'est juste, on arrive plus tard, je suis Hokage, salut, je suis Marie Hinata, merci d'avoir lu le manga, casse-toi. C'est un peu dommage. Ouais, et c'est souvent comme ça, c'est vrai que sont fait les fins la plupart Ah du non, temps. parce que la fin de Dragon Ball, finalement, Ouais, on voit la Terre qui sauve Goku. Il y a pas, il y a oui. Il y a un vrai retour, genre vas-y, je vais pas refaire de nouvelles aventures, toi, c'est sauf que satisfaisant. Sauf qu'attention, c'est pas ça la vraie fin. La vraie fin, c'est le tournoi qu'il y a juste après, Oui, mais plusieurs années plus tard. ça n'existe pas, ça. Voilà, bah, c'est la vraie fin du manga. C'est une fanfiction, ça. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que le côté retour, merci Goku. Nous aussi, nous t'avons aidé. Bon, c'est difficile de terminer quoi qu'il arrive un manga. À mon avis, pour Berserk, il n'y aura pas vraiment de bonne ou de mauvaise fin, mais tout de même. Une bonne fin à Berserk, ce serait quoi pour toi, Soso? Tout le monde meurt à la fin? Tu sais, je sais que je suis sombre, mais comme. Bah vas-y, let's go. Bah, en vrai, je pense que chacun, comme on le dit, plus une œuvre est grande, plus chacun a ses attentes. Plus chacun a sa vision et sa lecture de Berserk ou d'une autre œuvre. Donc du coup, chacun attend quelque chose. Il y a des personnes qui vont rêver peut-être en lisant Berserk à leur façon que Griffiths meure et que Casca revienne à la raison et qu'ils puissent enfin vivre tranquille, au moins au bout de 50 tomes, j'en sais rien, tu vois, et que enfin Guts soit au moins un petit peu heureux une fois dans sa vie. D'autres vont dire non, moi je veux que ça reste sombre, j'aimerais que Guts meure, que finalement ce soit une fin catastrophique. Non. Ah. Mais il y a une part de moi qui aimerait que ça se finisse bien pour Guts. Mais je sais que c'est pas possible. Dans une logique de scénario et d'univers, pour moi, Guts, soit il devient le Skull Knight et du coup on arrive sur une espèce de morale de la haine, elle est cyclique et va y avoir encore une fois un autre Skull Knight et d'autres God End et encore une fois l'histoire se répète. Et en fait mon cœur balance, donc c'est pour ça que je laisse aussi, moi de mon côté, quand je lis un manga, les mangakas faire ce qu'ils ont à faire et me donner leur vision. C'est pas moi qui écris le manga, c'est pas moi qui ai pensé à ce manga. Donc, tu ne veux pas envisager la fin? J'ai envie de me laisser emporter. Je réfléchis à des théories, mais je suis pas une fan des théories de base. Let's go. Moi, je suis en mode, écoute, c'est toi qui écris. Moi, quand je lis Harry Potter ou je regarde Le Seigneur des Anneaux, bah, je me laisse emporter. Si c'est ça la fin, ça me déçoit. C'est une bonne fin pour toi, Harry Potter? Ouais. Très bien. Et Naruto aussi. Et Naruto aussi? Ouais. Chef. Non, mais non, c'est pas le débat. J'ai pas dit que la fin de Naruto était pas bien, qu'elle avait déçu. Ouais, par contre, elle a déçu, mais comme d'habitude. C'est le dernier rare qui a chié, mais la fin, c'est un épilogue qui fait dit. Ouais. Non, en fait, pour moi, elle est bien parce que finalement, le but de Naruto, enfant, c'est d'être Hokage. Est-ce que son but, finalement, c'est pas d'être reconnu par tout le monde et d'être enfin l'homme qu'il voulait être? Donc on le voit à la fin. C'est ça qu'on aurait pu s'arrêter à Pain, mais c'est un autre débat. C'est ça. Oui, c'est un autre débat, bien évidemment, t'en as parlé, j'ai voulu réagir. Et on rappelle que Sakura ne sert à rien au passage. Je suis fatiguée. Non, c'est pour troller. Chef, une bonne fin à Berserk, ce serait quoi pour toi? Je vais pas conjecturer sur la fin. Je pense que pour moi, une fin parfaite, et c'est rare les fins parfaites, c'est une fin qui donne un autre sens au manga. Ok.
Tu peux citer des C'est pour mangas. ça que je suis encore mitigé sur la fin de Shingeki no Kyojin, par exemple, D'accord, ok. que je vais pas spoiler. Tu peux citer des fins. Mikasa meurt, non c'est pas vrai. Tu peux citer des C'est pas vrai. fins, des fins qui t'ont plu. Non que si, c'est vrai en fait, pardon, mais c'est pas vrai. Mais arrête. Pardon. Excuse-moi, oui. Tu peux citer des fins qui t'ont plu justement en manga. Attends, répète, j'ai pas Des entendu. fins qui t'ont plu en manga. Il y a plein de fins qui m'ont plu. La fin de Death Note, par exemple. La fin de Death Note, J'ai ok. bien aimé parce qu'elle reste quand même assez ouverte et elle fait sens par rapport à ce qui se passe dans le manga. Ouais. La fin de Bleach était à chier. Attends, il y a quoi d'autre? La fin de Ranma 1,5, finalement, Ouais. elle est C'est vrai. très très bien parce qu'en fait, tu te dis. Bon, je spoil la fin de Ranma 1,5, ça Oui, se oui, entend, vas-y, c'est vas-y, trop de vas-y. voir au bout d'un moment. Il y a le mariage d'Akane et de Ranma. Et en fait, tu te dis, ah, c'est bon, c'est fini, mais en fait, non, ils continuent à être pareils en fait. Ouais. Donc, c'est finalement, tu les quittes, mais ils sont toujours là quelque part. Donc, du coup, c'est un côté satisfaisant. La fin de Yu Yu Hakusho, j'aime beaucoup. Ouais. Ah ouais. Alors, je suis un des rares mecs à la trouver bien. Ah oui, Parce que d'accord. justement, elle est anti-shonen. Ouais, C'est-à-dire que le héros, en fait, déjà de base, il était dans toute cette histoire, il avait pas envie d'être là. c'est vrai. Et il fait, bon, en fait, j'ai pas gagné, mais on s'en fout, je suis moi-même. Et les personnages font leur vie, ils ont pas de grandes victoires, ils ont un peu sauvé le monde, mais c'est une fin un peu, pas mélancolique, mais ça se termine, tu dis, ouais, ok, j'accepte. Let's go. Full Elle est pas Metal. parfaite, je dis pas qu'elle est parfaite, mais j'aime Full bien. Metal. Full Metal Alchemist, pour moi, quasi parfait. Full Metal Alchemist, j'avoue. Vraiment Et très bonne SNK, fin. j'ai beaucoup aimé. La fin d'Akira. La fin d'Akira, ah ouais, oui, c'est. La fin d'Akira. On sent la que c'est dernière- une œuvre, tu vois, Bah, bien c'est pensée du oui, début à la et puis fin. la fin, ce dernier plan avec Kaneda qui voit ses amis d'enfance en esprit, comme Ouais. les esprits de ses amis d'enfance avec la moto, qui avance avec lui en même temps. Je trouve que c'est une case magnifique. Là, j'ai relu récemment Tokyo Ghoul, Ouais. et je trouve que la fin de Tokyo Ghoul, alors de la première série, est exceptionnelle, très noire, mais Tokyo Ghoul Re, j'aime bien moi la fin également. Mais on voit que c'est pas si Eden, autre grand manga de SF qui est sorti il y a pas très longtemps et qui a aussi une très bonne fin. Pour toi, une fin idéale, du coup, t'as pas répondu pour Berserk, ce serait quoi? Oh, moi je voudrais une fin douce amère et que enfin Guts ait un peu du calme dans sa vie. Ok, donc Guts en vie, mais du calme dans sa Mais vie. et seul, je pense. Casca en vie, morte. Je pense que Peu importe quelle, c'est ça. c'est pas si important que ça pour moi. Très bien. Et Mais en, Griffiths, fait, en tout cas d'un point de vue Ouais. logique, dire que une bonne série, enfin un bon personnage, c'est un personnage qui a changé de son point A, enfin du début jusqu'à l'arrivée. Donc Guts il a évolué durant toute la série, mais le seul truc qu'on n'a pas vu, c'est Guts heureux et Guts tranquille. c'est Donc d'un vrai. point de vue logique en C'est vrai. fait, pourquoi pas à la fin avoir quelque chose de plutôt positif, comme le grand truc, enfin c'est un autre débat hein, sur Star Wars par exemple, mais l'évolution de Luke Skywalker, Ah je trouve ouais. que c'est hyper intéressant. Tu finis la trilogie sur un espèce de winner, tu le retrouves, c'est un loser quoi. Et t'es hyper déçu, mais tu te dis bah ouais, mais c'est en même Ah, temps. c'est comme dans la vraie c'est pas- vie des c'est fois, pas con, hein. quoi. Donc Ouais. en tout cas que Guts ait une vie, qu'il y a un truc calme, ce serait intéressant parce qu'on n'aurait pas du tout vu ça du manga. Eh bien écoute, on verra hein, ce que sera en tout cas la fin de Berserk. Sachez que si cette série, immense série évidemment du Seinen et de la Dark Fantasy vous intéresse, vous pouvez retrouver la totalité des tomes du tome 1 au tome 41 ici sur ce stand Glénat et pendant la durée de cette Japan Expo et bien sûr ensuite après dans votre librairie la plus proche. Cette émission touche à sa fin, à l'occasion pour moi de vous remercier. On n'a pas vu le temps passer hein. Un petit mot, Ken, un Bah, grand bien merci sûr. aux gens qui sont restés depuis le début du live. Ouais, je les ai ouais, vus adorable, quelques-uns, adorable, hein, les gars. notamment voilà, les gens qui sont restés depuis le début, le petit couple aussi là-bas. Voilà, merci beaucoup d'être restés jusqu'ici. Et puis bah, évidemment, merci aux techniciens, tout le staff et la technique qu'on oublie souvent, mais merci à eux. Évidemment, ils ont été là, ils sont chauds hein, parce qu'il n'y a plus de clim ici, on est en train de mourir. Je suis sous allergène puissant, j'ai les yeux. J'ai les On yeux remercie de, le les yeux caméraman de qui a Femto. tourné la caméra pour pas qu'on doit te moucher. C'est horrible, hein, j'ai la goutte au nez. On dirait voilà, le Goden le plus pouilleux de l'histoire. C'est terrible, mais je vais survivre évidemment. L'occasion pour moi de remercier Soso d'être Bah, venu ici participer à cette comme émission. d'habitude, merci pour évidemment, l'invitation, c'est toujours un c'est plaisir. toujours un Voilà. plaisir. Chef Otaku, évidemment que l'on retrouve sur sa chaîne YouTube, hein, une chaîne YouTube les plus populaires, Tour du manga et des animés. Merci pour ton savoir évidemment et pour tous ces éclaircissements. Mais de rien, c'était un plaisir. Savoir, éclaircissement, évidemment, Lloyd, on te rend bien entendu hommage à ce Glénat Manga Festival.
touche à sa fin, mais ce n'est pas terminé. Il reste encore des heures à passer sur le stand de Glénat ici pour la fin de cette Japan Expo. Dépêchez-vous d'aller faire les dernières emplettes. Peut-être que vers la fin de cette Japan, il y a des bonnes affaires à faire. On ne dit rien. Dépêchez-vous évidemment si vous avez des bonnes affaires à faire. Merci évidemment à Glénat pour leur confiance encore une fois durant l'ensemble de ce Glénat Manga Festival. On espère pouvoir vous proposer ça plus. Ça ferait vraiment très plaisir. C'est toute la technique qui a été derrière dans le show, bien entendu, pour vous proposer. Regardez, des changements de plan. Ouais, il y en a partout. Ah, c'est incroyable. Ils appuient sur tous les boutons. Évidemment, merci à vous tous de nous avoir suivis, que ce soit sur le chat ou autour de cette Japan Expo. Ça fait vraiment plaisir. Il y a énormément de monde aujourd'hui. On vous embrasse très fort et on vous retrouve bien entendu plus tard sur la chaîne Twitch Glénat Live. Bisous à tous. Bye Ciao. bye.